All right. Mesdames et messieurs, bienvenue à Bitcoiner Interviews, épisode 2. Avec moi aujourd'hui, j'ai David Saint-Onge, mais avant qu'on se lance dans l'introduction de David, je veux juste rappeler le concept du show parce que c'est un peu particulier et c'est nouveau. Le but de l'émission, c'est vraiment de ce podcast, c'est d'interviewer mon intervenant, en l'occurrence David aujourd'hui, lui poser des questions, puis le laisser élaborer. Euh, voilà, moi j'ai vraiment juste pris le temps de poser des questions pour David. David, tu vas avoir l'occasion d'élaborer autant que tu veux, en long et en large. Puis aussi, je vais juste expliquer comment je t'ai rencontré, là, David, puis le pourquoi tu es ici aujourd'hui. Euh, j'ai rencontré David. euh, j'ai rencontré David avec un article de Citadel 21 Ouais. qui détaillait ton expérience avec Bitcoin, finalement, avec les livres surtout. Euh, c'est la première fois que j'ai entendu parler de toi. Puis euh, à ce moment-là, j'étais en train de découvrir aussi Bitcoin Standard. Là, j'étais en plein dedans, je pense. Fait que j'avais le goût de lecture, là, puis je connaissais pas vraiment de Québécois encore Bitcoiner. C'est là que j'ai rencontré David. Cascade d'événements, on s'est parlé sur Twitter. Puis j'ai fini par te rencontrer au Bitcoin Meetup, organisé par les gars de Bull Bitcoin, Verify à Montréal. C'était vraiment cool. On a Ouais. jasé à ce moment-là. Je me suis procuré ton livre. L'importance des meet-ups, hein? C'est important pour faire du Exactement. networking, tout à fait. Exactement. Fait que David est un auteur. David est aussi un développeur de carrière, Mhm. directeur technique Ouais. depuis longtemps. Ah oui, je suis développeur depuis que je suis sorti de l'école en 2003, puis ça fait peut-être 5 ans que je suis directeur technique maintenant. Ouais. OK. Fait que voilà. Fait que David est dans son élément là, aujourd'hui, là, parce qu'on est dans Bitcoin. Ça fait longtemps que fait plusieurs années que tu as commencé à faire des recherches, mais approfondies là-dessus. Fait que ça m'a impressionné aussi. Puis évidemment, j'ai suivi un peu ton parcours, tes interventions. Puis c'est pour ça que tu es ici. Fait que, merci beaucoup d'avoir accepté, David. Premièrement, OK, David a fait une couple d'heures de route là, pour se rendre chez nous. Puis Ben oui, de, on est chez Kevin, là, ouais, toutes les deux. fait Hein? que ça, c'est invaluable, là. Ça n'a pas de prix pour moi. C'est un plaisir. Fait que David, pourquoi tu ne commencerais pas par nous parler un peu de ton histoire, là, de comment que finalement tu es arrivé dans Bitcoin, comment tu as rencontré Bitcoin, si tu veux. Ouais, c'est par l'entremise d'un collègue à mon travail que j'ai toujours d'ailleurs, le même travail que je fais en ce moment. Il y a un moment dans l'entreprise où je suis, on était beaucoup, on était une trentaine, puis on avait plusieurs développeurs. Puis c'est un de mes collègues, Alex, c'est un jeune développeur, sortait de l'école là, de Shawinigan, du cégep de Shawinigan. Puis il minait des altcoins là, avec de l'équipement informatique désuet. Il achetait des anciens serveurs avec plein de cœurs sur eBay, genre pour 60$. Là, puis il minait du Monero à côté avec ça. OK. Parce que Monero, dans le fond, ce que tu as besoin pour miner ça, c'est 2 mégabits de mémoire sur un cœur. Fait que lui, il achetait, mettons, un ordinateur qui avait 16 cœurs, un vieux serveur qui avait 16 CPU. Puis chaque CPU avait 2 mégabits de cache. Ouais. Puis là, ben, il minait avec ça. Puis écoute, à ce moment-là, genre Monero valait 400$. C'était complètement débile. Je ne me souviens pas des rendements, là, mais lui, à fond, il chauffait son appart avec ça. Puis il y en avait tellement que l'hiver, à -20, genre, il y avait la fenêtre ouverte. Là. Aïe, aïe, OK. Ouais, ouais, parce qu'il s'achauffait. -20, là. Il remplissait dans le fond quasiment la capacité de son électricité, quasiment, de son panneau électrique. Là. J'exagère peut-être un peu, mais il y avait beaucoup, beaucoup de mineurs dans sa chambre, puis il était obligé d'ouvrir la fenêtre. Fait que c'est lui qui m'a initié à ça. Moi, en tant que gars de technique, je trouvais ça super intéressant. Fait que je n'ai pas acheté des vieux serveurs, là, mais j'ai fait quelques expériences avec certains serveurs qu'on avait décommissionnés au travail. Je trouvais ça cool. Fait que ça a été ma première initiation dans le fond à la crypto-monnaie. Ça me fascinait qu'on pouvait générer de l'argent
en faisant rouler des vieux ordinateurs. C'était juste cet aspect-là me fascinait. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé. Puis là, là j'ai lu des livres. J'ai lu Mastering Bitcoin, après ça, Mastering Blockchain, pardon, Tokenomics, des livres plutôt sur la blockchain puis les altcoins. Là, j'étais très, très, très emballé. Là, j'étais certain qu'on allait tout tokeneriser, la tokenerization, qu'on allait tout avoir des tokens pour tout dans la vie. J'étais convaincu de ça. Je me souviens même d'une discussion que j'ai eue avec un de mes amis développeurs. J'étais comme, ah ouais, l'avenir, c'est ça. Tout va être une blockchain. Les bases de données, c'est fini. Aujourd'hui, je repasse à ça, puis je rigole un peu. Je me souviens de la face de mon ami qui m'écoutait, et était comme, ah ouais, ok, ouais. Ah ouais, oui, il avait pas l'air. T'es pas convaincu? Non, oui, il avait raison. Mais bon, au-delà de ça, je comprends le hype. C'est quelque chose de nouveau, c'est innovant, c'est très emballant. Mais après ça, j'ai poursuivi mes recherches, j'ai compris les raisons pourquoi potentiellement ça n'arrivera pas ou que ça va arriver, mais ça ne sera pas exactement comme on nous le vend aujourd'hui. Il y aura peut-être une forme de tokenisation, mais ça sera peut-être pas basé sur des ICO ou des blockchains qui se prétendent décentralisés, mais qui ne le sont pas. Je ne sais pas où ça va aller. Ce n'est pas du tout ma sphère d'expertise, mais lire ça, je suis content en fait d'avoir lu ça et d'avoir eu ce relent de hype-là, d'être vraiment emballé par la chose, puis après ça, de vivre l'espèce de retour à la réalité, de dire ouais, on ne peut pas tout emmagasiner les informations de la planète sur une blockchain. Ça ne fait pas beaucoup de sens. Les bases de données, ça existe pour ça, puis c'est tout centralisé, puis il y a une bonne raison pour ça. Bon. Puis c'est fou parce que j'ai les connaissances pour faire l'analyse critique de ça. Même, je les ai là, puis je les avais à l'époque, mais je ne la faisais pas. J'étais emballé. C'est le mot. J'étais vraiment comme wow, tu sais. Donc, je suis super content d'avoir commencé par ça parce que j'ai déjà comme un peu analysé le sujet. C'est couvert, fait qu'on peut passer à d'autres choses. Donc, j'ai lu après ça le Bitcoin Standard, puis là, j'ai vu c'était quoi la monnaie, à quoi ça consiste la monnaie réellement. Puis, quelle est l'utilité première de la blockchain? C'est de créer la rareté absolue, digitale absolue. C'est ça la raison que la blockchain existe. Pas pour tokenariser la planète. Fait que là, ça a remis ça en perspective. Et c'est là que je me suis intéressé après ça, dans mes lectures, à toutes sortes de sujets économiques, l'histoire de la monnaie, l'histoire, comment fonctionnent les monnaies fiat. Tout ça après, c'est le Bitcoin Standard qui a démarré cette curiosité-là à lire sur tous ces sujets-là qui sont nécessaires pour avoir une compréhension pleine et entière du sujet de Bitcoin. Parce que Bitcoin, ce n'est pas juste une blockchain ou une monnaie. C'est une philosophie qui se marie beaucoup avec l'école autrichienne d'économie. C'est le fun d'avoir des concepts, de comprendre les concepts de l'école autrichienne d'économie. Ça nous aide à comprendre pourquoi Bitcoin est différent, pourquoi Bitcoin va changer le monde. Fait que donc, je pense que tu peux te reconnaître là-dedans, Kevin. Tu lis un livre comme le Bitcoin Standard, puis là, tu dis ouais, what now? Hein? C'est comme là, j'ai lu ça, mais comme l'histoire de la monnaie, ça m'intéresse. Les concepts économiques, ça m'intéresse. Donc, qu'est-ce que je peux lire de plus? Fait que je me suis fié au Bitcoiner sur Twitter, sur Bitcoin Twitter. Puis toutes les recommandations de livres que je voyais, je les notais, je commandais le livre. Ce qui me donne ma collection. Ça, c'est pas toute ma collection. Là. Ça, c'est les 25 livres que j'ai lus durant ma recherche, mais j'en ai 50, je pense. Fait que chez nous, j'ai deux fois plus haut de livres. D'ailleurs, je les ai pris en photo récemment. Je vais faire un post dans les prochaines semaines à ce sujet-là. En fait, c'est que je veux qu'il y ait un gros compte, je veux qu'il fasse un concours. Je veux qu'il fasse un concours de qui a la plus grosse collection de livres.
Un concours que tu vas gagner. J'aimerais ça le gagner. Il y a peut-être quelqu'un qui me bat. Là. Moi, je prétends que c'est moi qui ai la plus grosse collection, mais il y a peut-être quelqu'un qui Ah, des les a fois, pris. ouais, exact. Ben, tant mieux, c'est ça. S'il y a quelqu'un qui a une plus grosse collection, moi, je veux le savoir, je veux dire bonjour. Donc, je vais peut-être, c'est ça, je ne sais pas si je vais le sortir avant ou après si le concours existe. Peut-être qu'il existera avant la publication du podcast. Mais bon, fait que je vais être un fier participant, c'est sûr. Puis en passant, c'est pas non plus juste un concours pour ceux qui ont plus que 20 livres sur Bitcoin. Là, si quelqu'un en a 10 là, puis est content de le montrer, ce qui serait le fun, ce serait qu'il y ait une myriade de photos de collections de livres Bitcoin qui soient lancées sur. Je trouve que ça ferait un bon thread ou ça ferait ça ferait une belle journée positive au sujet de Bitcoin sur Bitcoin Twitter, de voir les collections de livres de tout le monde. Ça pourrait être genre juste un post your collection. Fait que, un paquet d'idées de livres là-dedans aussi, là, pour ceux des amateurs de lecture, là, c'est sûr ça ferait comme. Exactement. Il y a plein de monde qui dirait ouais, mais ce livre-là, tu verrais, tu fais oh shit, poserais des questions. Ça peut juste être positif là, d'avoir ces suggestions. Puis il y a peut-être aussi des livres que j'ai manqués, fait que là, on va les voir. Fait qu'essayons. Fait qu'écoute, ta question, c'était comment je me suis rendu à Bitcoin. Ben, c'est ça. C'est que j'ai été initié, j'ai fait comme tout le monde. Je me suis intéressé au shitcoin. J'étais très emballé. J'ai lu le Bitcoin Standard. Après ça, ben, j'ai lu tous les livres presque. Ben, pas encore, mais j'ai acquéri tous les livres sur Bitcoin. J'en ai lu la moitié. Et j'ai écrit mon propre livre sur le sujet. Ouais. Ben, c'est ça. C'est là que je suis rendu dans mon cheminement. Ben oui, c'est ça. Moi, qu'est-ce qui m'a marqué, c'est quand j'ai entendu parler de toi puis que j'ai vu ton article à Citadel 21, c'était la collection de livres que tu avais. Puis je savais pas qu'il y avait autant de livres que ça sur Bitcoin. Puis c'est ça, fait que j'avais hâte d'en lire. Puis à un moment donné, j'ai jamais vu personne d'autre avec une collection comme la tienne. Là. Fait que moi j'appelle David le Bitcoin Literature Guru en anglais, le guru de la littérature Bitcoin. Ouais. Fait que t'as pas le choix d'accepter ce titre-là. Merci, je le prends. Ça me fait je vais plaisir. me faire les cartes d'affaires. Mais tu t'es allé changer ta signature d'email, j'imagine que c'est déjà fait. Ah, bonne idée. OK. David, tantôt, j'aimerais ça qu'on en passe, je trouvais ça intéressant. T'as amené dans une discussion de qu'est-ce que tu avais entendu en fait à un podcast, comme quoi on a tous les Bitcoiners ont une prédisposition à devenir Bitcoiner. Mais finalement, élabore-donc là-dessus un peu. Oui, ben merci. Je suis content que tu soulèves le sujet pour créditer d'où vient l'idée. C'est Daniel Prince du podcast Once Bitten, auquel d'ailleurs j'ai eu la chance de participer. C'était vraiment un honneur. D'ailleurs, c'est littéralement comme être invité dans les ligues majeures. J'étais très emballé de façon positive, contrairement à mon emballement pour les shitcoins. J'étais emballé qui m'invite à son podcast. Mais donc, je suis devenu un fan de son podcast. Puis en m'en venant ici, j'ai écouté un de ses podcasts. Puis il parlait de son angle, c'était de demander aux Bitcoiners de trouver qu'est-ce qu'il peut faire, expliquer les Bitcoiners pourquoi ils sont attirés vers Bitcoin. En 2021, ce n'est pas la majorité de la population qui va être attirée par Bitcoin. Ça attire une certaine partie de la population. Par exemple, au début, c'était clairement des libertariens. Majoritairement, ça intéressait les libertariens parce qu'ils voyaient une ultime liberté au niveau de la monnaie dans ce système-là, ce qui est 100% vrai. Peut-être après ça, ça l'a intéressé des gens qui étaient intéressés par l'Austrian Economic, puis ainsi de suite, plus que ça touche de gens, plus que ça touche de nouvelles crowds, jusqu'à se rendre à moi qui n'est pas particulièrement libertarien ou qui ne connaissait pas l'école autrichienne d'économie qui maintenant, en passant, me fait plein de sens une fois que je la connais, mais je ne la connaissais pas avant. Moi, c'est autre chose qui m'a fait m'intéresser à Bitcoin. Puis c'est ça qui est intéressant de sa question, c'est qu'il veut savoir c'est quoi ce fait-là qui fait que vous sortez un peu du rang puis vous dites « Hey, je vais m'intéresser à une monnaie qui remet en question la monnaie d'État. » Ben, c'est ça, moi, dans mon cas, ça m'a fait réfléchir quand j'ai entendu sa question. J'ai tout de suite vu des événements dans ma vie qui expliquent pourquoi je m'intéresse à Bitcoin. Je me rappelle
parfaitement bien, Kevin, le moment dans ma vie, quand j'étais jeune, où j'étais fasciné par l'argent. Dans le sens, les billets, tu sais. Par exemple, genre, si j'avais 10 je voulais aller les échanger contre des billets de 1 ou des billets de 2, là, parce qu'à un moment donné, il n'y avait plus de billets de 1, pour en avoir plus épais. Tu comprends-tu? Ah, ouais. Tu sais, j'avais une certaine. Je vénérais un peu l'objet papier. Tu sais, c'était comme. Puis, ben, je pense que c'est un peu normal. Tu sais, l'argent, ça peut te procurer des. Mais j'avais vraiment une fascination pour l'objet en tant que tel, l'argent. J'aimais ça, avoir des billets. J'aimais ça. Fait il y avait ça quand j'étais jeune, genre avant que j'aille au secondaire, genre à 9 ans. Là, je me souviens très, très clairement de ça. Puis je me souviens aussi de l'effet, Kevin, que ça me faisait en dedans de moi d'avoir de l'argent. Tu sais, il y avait comme un empowerment où tu sais, j'étais comme wow, de l'argent. Tu sais. 10$ pour moi, c'était une fortune, puis j'étais extrêmement heureux. Puis je préférais avoir 10 billets de 1 qu'un billet de 10. Donc, il y a ça que je me souviens parfaitement. Puis il y a aussi le moment où j'ai demandé à mon père, qui est un homme super intelligent, et j'ai posé 1 million de questions dans ma vie sur tous les sujets, puis il y avait presque toujours une réponse. Mon père est comptable, il a étudié en administration et en management à l'université. Il est allé tard à l'université dans sa vie, il est allé dans la trentaine. J'admire ça de lui. Fait qu'il y avait des réponses à mes questions sur presque tous les sujets. Puis à un moment donné, j'ai demandé d'où ça vient, l'argent. Qui l'a fait, comment ça marche. Puis il m'a expliqué exactement la bonne affaire. Que c'était les gouvernements qui imprimaient l'argent. Puis là, je me souviens d'avoir eu l'idée que ça ne faisait aucun sens. Tu sais que, OK, mais ils l'impriment dans une imprimante. Ouais. Ils peuvent l'imprimer autant qu'ils veulent. Là c'était plus nuancé. Ça dépend d'un ratio. Il m'avait expliqué vraiment la vraie affaire. Puis je me souviens dans la tête de jeune d'avoir fait comme, ben voyons, c'est donc bien étrange. Puis je comprenais vraiment pas comment ça se pouvait, puis comment que c'était géré. Puis j'avais aucune façon de le comprendre dans ma tête de pré-ado, mettons. Fait que je me souviens ça vraiment clairement que ça m'avait frappé, cette réalité-là. Puis là, je suis super heureux plus tard de comprendre vraiment comment ça marche parce que je l'ai étudié. Fait que ça c'est cool. Mais déjà, j'avais cette petite attention-là pointue sur comment ça fonctionne, les fiat, déjà à cet âge-là, puis de ne pas comprendre, ça me fâchait un petit peu. Puis pour revenir à l'effet que me faisait l'argent papier, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, l'argent papier, l'argent d'État papier, ça ne me fait aucun effet. Genre, voir si j'avais une pile de 2000$ de 120$, ça n'a aucun effet spécial parce que on dirait que maintenant je comprends qu'est-ce que ça vaut. J'aime ça, le 2000$ en tant que tel. C'est intéressant, le pouvoir d'achat, l'avoir dans mon compte de banque. Mais l'objet physique, comme c'est quelque chose qu'on peut imprimer bon, on connaît les fiat, ça l'a perdu cet effet-là. Puis je pense que c'est remplacé maintenant par justement ton solde de Bitcoin. Ton solde de Bitcoin peut te dire, oh, en fait, c'est remplacer l'objet physique par la vraie valeur. Fait que c'est drôle, j'ai vu la transition de l'effet que j'avais en possédant de la monnaie papier quand j'étais jeune à aujourd'hui où c'est le fun que ce soit là, mais ben, en fait, mon moi-même qui a 9 ans, là, il capote parce que j'ai une brique de billets du Venezuela. Je parlais de mes 1$ que je voulais empiler là, pour en avoir plus. Ben, aujourd'hui, je suis capable ça vaut pas cher, là, ça m'a coûté 50$ US à avoir cette brique-là. Mais mon moi-même de 9 ans est très, très impressionné par ça. Puis mon moi-même d'aujourd'hui comprend que malheureusement, ça ne vaut rien puis ça a ruiné des vies. Mais, donc, c'est une belle dualité. Puis le dernier point que je voulais amener, c'est que juste avant de découvrir Bitcoin, de comprendre Bitcoin, d'être initié à Bitcoin, j'étais en furie contre le marché immobilier. Okay. Ça me fâchait que les gens se servent de l'immobilier pour spéculer, pour faire de l'argent. Puis ce n'est pas une vision socialiste. Là. Je suis pour les libres marchés. Mais ce n'est pas un libre marché parce qu'on ne peut pas en faire plus, parce qu'il y a des règles, puis c'est géré. Puis j'avais compris qu'à cause des taux d'intérêt qui sont trop bas, ça faisait que les gens pouvaient apprêter plus d'argent et donc payer plus cher pour leur maison. Ça, là,
ça me fâchait au plus profond de moi-même de savoir qu'il y a des gens qui ne pouvaient pas accéder à la propriété ou que leur loyer montait parce que les taux d'intérêt étaient trop bas, puis que des investisseurs cherchaient à placer leur argent liquide dans des biens matériels comme des mobiliers. Puis ça, là, si tu veux parler d'une injustice dans la vie, là, ça, c'est avant que je connaisse Bitcoin, c'était ma plus grande frustration. J'en parlais quasiment à tous les soupers avec mes amis. Pas que je voulais, genre, qu'on nationalise les logements puis qu'on devienne une. C'est pas ça. C'est genre, laissez donc les taux d'intérêt agir comme ils devraient agir, contrôlez-les pas, puis laissez donc les gens construire des maisons ou laissez donc le marché s'arranger pour pas que les prix montent en fou puis que les gens ne soient pas capables de se loger. J'avais ça super, c'était très, très présent dans ma tête, cette injustice-là que je trouvais. Puis une fois que j'ai découvert Bitcoin, puis que je vais étudier comment fonctionnent les banques centrales, tout ça, maintenant je suis en paix avec ça parce que je comprends comment ça marche. Ça me fâche toujours autant, mais je ne me sens pas démuni face à la situation. Je sais qu'il y a une réponse, je sais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le faire. Fait que c'est moins fâchant. Ouais. Ben là, après ça, on entend des nouvelles, toutes sortes d'explications complètement ridicules de pourquoi les maisons sont trop chères. Genre, ah oui, je fais une petite parenthèse, mais quand on parle d'inflation à la radio, là, ils disent, mettons, pourquoi les denrées ont monté de prix? Ben, c'est parce que les denrées ont monté de prix. C'est ça la réponse. Genre pourquoi le bois d'œuvre est plus cher? Parce que les matières premières sont plus chères. Ouais, OK. OK, mais ça explique rien. Non, Tu veux juste ça. dire que les choses sont plus chères parce qu'ils sont plus chers. Tu sais. On le sait, la raison en dessous, tu sais, pourquoi les choses sont plus chères. Mais bon, une fois que tu comprends ça, au moins, tu dis, travaillons dans le sens de régler cette injustice-là. Puis, c'est un peu pour ça qu'on est là. Puis, c'est un peu pour ça qu'on parle de Bitcoin, qui est une des solutions à ce grave problème qui m'a hanté personnellement pendant longtemps. Et dernier point, ce qui est fascinant, c'est que je trouvais que j'avais payé ma maison extrêmement trop cher. Comparé, je l'ai payé genre 2 fois plus cher que le propriétaire original l'avait payé genre 10 ans ou 12 ans avant, quelque chose comme ça. Tu comprends? Je trouvais ça complètement incroyable. Puis là, ça fait 5 ans que je l'ai, puis elle a presque doublé encore. C'est complètement ridicule. Je pourrais potentiellement même pas me payer ma propre maison. Dans quel monde ça fait du sens? En tout cas. C'est pas supposé être de même. Comment? C'est pas supposé être de même. Non, ça fait pas beaucoup de sens. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça moi, qui m'a rendu sensible à vouloir faire mes recherches à ce sujet-là. À cause, quand j'étais jeune, j'avais déjà une fascination sur la monnaie. La façon que la monnaie était créée, c'était une interrogation pour moi. Et après ça, l'injustice du marché de l'immobilier était très présente. C'est un sentiment qui était très présent chez moi. Fait que lire sur tout ça, ça m'a apaisé. Puis maintenant, je comprends qu'est-ce qui se passe. Fait que Bitcoin, ça a été quasiment pas une thérapie, là, mais un apaisement, je ne sais pas trop, sur une angoisse ou quelque chose. Ça a répondu à cette question-là que j'avais depuis plusieurs années. J'espère que ça répond à ta question, Kevin. Oui, c'est parfait. Ouais, c'est pour ça que tu es là, David. OK, c'est ça. Je veux te demander, je veux qu'on parle de ton livre, mais avant, je t'ai déjà entendu parler par rapport à ton initiation de Bitcoin. Tu étais allé à une conférence de développeurs. Oui. C'est tellement une histoire intéressante, ça. En plus, ça va rejoindre plein de monde. Tout à fait. Vas-y, compte ça. Tout à fait. En fait, la raison pourquoi j'ai écrit le livre, c'est parce que quand j'ai fait mes lectures, avant d'avoir une frénésie de lecture, c'est que je suis fait inviter dans une conférence de développeurs en tant que speaker. Puis j'explique ça dans l'article de Citadel 21 d'ailleurs, que le highlight de ma semaine, ça n'a pas été le fait que j'ai été speaker, puis ça a super bien été, puis que c'était fantastique. C'était pas ça pantoute. Le highlight, c'est que je me suis fait planter intellectuellement par des gars super intelligents, des confrères à moi que j'admire, que j'admire toujours, des gens super intelligents qui savaient que j'étais fan de Bitcoin. Puis dans un des 5 à 7, ils m'ont littéralement planté intellectuellement sur le sujet précisément de la monnaie puis des monnaies d'État. Je ne maîtrisais pas encore assez bien qu'est-ce qui constituait une monnaie d'État, comment ça marchait. À cette époque-là, j'avais lu Bitcoin Standard, mais je n'avais pas encore lu, mettons, What has government done to our money, tout ça, des livres plus sur les fiat.
Je n'avais pas lu ça, fait que je n'avais pas réponse à leur question. Fait qu'ils m'ont planté là, royalement. Puis moi, je savais intrinsèquement que il existait des arguments pour répondre à leur question, mais je ne les possédais pas. Tu sais, quand tu as juste lu une fois le Bitcoin Standard, tu as plein d'idées, tu as plein de trucs, mais ce n'est pas encore tout à fait clair. Il faut poursuivre nos recherches ou le relire ou bon. Fait que je n'avais pas été capable de répondre à la question. Ça m'avait vraiment, vraiment perturbé. Fait que je me suis dit, c'est pas vrai, là, je veux devenir compétent dans ce sujet-là. Ça ne va plus jamais m'arriver de me faire coincer comme je me suis fait coincer. Je vais lire. Fait que là, j'ai genre arrêté de jouer à des jeux vidéo, j'ai arrêté d'écouter des films, j'ai arrêté d'écouter des séries. Tout mon temps libre ces 18 mois-là, je l'ai donné dans lire des livres. Fait que j'ai juste lu des livres. Je travaillais, je m'occupais de ma famille. Quand le temps les enfants étaient couchés, je lisais. Le midi, à ma pause, je lisais. Le matin, avant de travailler, je lisais. Je faisais ça non-stop, tout le temps. Fait que j'ai lu peut-être une bonne douzaine de livres dans cette frénésie-là, même peut-être même plus. Puis, ça m'a donné l'idée d'écrire un cours. Fait que là, j'ai pris toutes les notes. En fait, dans tous les livres, j'ai surligné. J'ai tout revisé ça après. J'ai fait une structure sur comment moi j'avais compris. C'était comment mon chemin pour comprendre Bitcoin. Il faut parler de la monnaie, il faut parler des fiat, il faut parler de comment ça marche. Tout ça, j'ai fait ce chemin-là, cette structure-là. J'ai fait mon cours. Je l'ai donné. Puis c'était super. Puis j'avais préparé 100 pages de notes. Puis je l'avais montré à une de mes amies. Puis elle m'a dit, hey, Chris, pourquoi tu n'écris pas un livre? T'sais? Fait que là, je dis, ben, j'écris pas un livre parce que j'ai rien à dire. C'est pas mes mots qu'il y a dans les 100 pages de notes, c'est les mots des auteurs. Qu'eux autres ont quelque chose à dire. Puis là, à force de donner le cours, je me suis rendu compte que des questions et des réponses qui n'étaient pas dans mes notes, que c'est moi qui avais pas inventé, mais structuré pour répondre. Fait que je me suis rendu compte que j'avais quelque chose à dire carrément. Fait que l'idée a germé dans ma tête, puis à un moment, après avoir lu 5-6 livres, au milieu de ma réflexion, au milieu de ma lecture de tous ces livres, de toutes ces œuvres-là, je me disais, ma mère, elle ne pourra pas, genre, lire 6 livres là, pour comprendre le sujet. Il faut que quelqu'un fasse le travail de mettre ça euh, dans un format, 150 pages, qui va les toucher, qui va parler à leur niveau. Fait que c'est là que j'ai dit, peut-être que ça serait utile que j'écrive un livre, parce qu'il n'y avait pas de livre qui parlait de la monnaie d'État, comment fonctionne Bitcoin, l'avenir de Bitcoin, comment attaquer Bitcoin, comment envoyer, comment recevoir, comment acheter des Bitcoins. Il n'y avait pas de livre qui faisait tout ça. En fait, il n'y en a toujours pas à part le mien. Fait que je dis, je vais le faire. Fait que je l'ai fait. Puis comme j'avais aidé une éditrice à corriger un livre, une traduction de l'étalon de Bitcoin Standard, qui est l'étalon Bitcoin, j'avais révisé avec elle parce qu'il y avait beaucoup d'anglicisme et quelques erreurs. Je l'ai contacté, j'ai dit est-ce que ça tirait que si j'écris un livre, est-ce que est-ce que ça vous intéresse? Puis elle m'a dit écrivez-le, nous le publierons littéralement. Je l'ai écrit 4 mois. Puis après ça, 6 mois de révision. C'était un moment complètement surréaliste. J'ai fini d'écrire un livre, là, on est prêt, là, je suis comme OK, on le publie, là, mais pendant 6 mois, non. Non, OK. le plan n'est pas. Pas que le plan n'est pas bon, mais le plan n'est pas. C'est pas ça qu'elle avait en tête comme plan. Puis je n'arrivais pas à comprendre ce qu'elle voulait. Ça a été vraiment intense. Là. J'ai réécrit 3 fois le début, les 30 premiers pourcents du livre, je l'ai réécrit 3 fois. Ça ne faisait jamais. Fait que là, à un moment donné, après 5 mois, là, Marie, mon éditrice, elle a pris sur elle a pris le manuscrit, elle a pris tous les morceaux du puzzle, puis elle l'a placé dans le bon ordre. Puis écoute, moi, quand j'ai lu ça, là, je capotais, littéralement. Là, j'ai dit, bravo, vous êtes au bon endroit. Une bonne éditrice, là, c'est incroyable. C'est ça. Pour vrai, là, mon livre n'était pas mauvais, l'ordre n'était pas mauvais, mais ce qu'elle a fait avec, c'est 2 fois mieux que ce que moi j'avais fait. En résumé, là, c'est que moi, je voulais introduire plein de petits sujets, comme j'avais un peu fait, comme je fais dans mon cours, pour après ça approfondir les sujets dans les chapitres subséquents. Elle ne voulait pas. Elle voulait qu'on traite chaque sujet
un après l'autre, puis qu'après ça, on passe. C'est comme un sujet, on le finit, un sujet, on le finit, puis on passe à l'autre. Et elle, ça ne marchait pas pour elle, ça. Elle ne voulait pas c'est ça. C'est ça. Excuse. Mon plan, c'était d'introduire un petit peu, puis de parler en profondeur plus tard. Elle ne voulait pas. Puis moi, je ne pouvais pas comprendre sa façon parce que je ne pouvais pas trouver un ordre qui permettait de parler de chaque sujet en profondeur parce que je me dis, ouais, mais si on commence avec ce sujet-là, il faut connaître aussi tel autre sujet pour pouvoir le terminer. Sinon, c'est comme c'est pas à la bonne place où les gens ne comprendront pas. Mais je ne sais pas comment elle a fait, Kevin, mais elle a trouvé un ordre où on introduit chacun des sujets, qu'on peut aller jusqu'au bout, puis passer au prochain sujet, puis tout est dans le bon ordre. Ça, c'est de la magie, littéralement. Fait que, tu sais, c'est pas un livre qui a été écrit sur le coin d'une table par un pseudo-auteur, puis j'étais un pseudo-auteur qui était pas pire en rédaction, qui avait un pas pire plan, mais il y a une professionnelle de l'édition qui a vu le potentiel du manuscrit. Les phrases qui sont écrites dans le livre, c'est les miennes, mais l'ordre puis la structure vient d'une professionnelle qui s'appelle Marie, qui a fait un travail incroyable d'édition qui rend le livre beaucoup plus clair, beaucoup plus court. Hein. Elle a coupé, parce qu'elle a coupé 12 000 mots. Ouais, quand même. Le livre a, je pense, mettons, 35 000 mots, juste comme ça, puis je pense que j'en avais écrit presque 50. Il faudrait que je recheck les stats. Là. Mais il y a un gros pan, des pans complets du livre qui sont disparus. Puis, ça paraît même pas techniquement. Quand je le relis, là, moi, je trouve pas qu'il manque rien. Il y avait de la redondance? Non, je sais pas. C'est pas de la redondance. Je m'égarais dans des explications. Bon, vous le voyez, là, vous m'écoutez, là. Je parle, là, puis là, je prends des détours, puis c'est ma façon de parler, de raconter. Ben, quand on écrit un livre, c'est bon dans certains cas de faire ça, mais dans d'autres, non. Fait qu'elle, je pense qu'à un moment donné, poliment, elle me disait, oui, j'ai coupé quelques endroits où vous vous égariez. C'est cute. Mais un que je peux te dire facilement, c'est que pour la double dépense, puis d'expliquer comment ça marche dans les banques, j'avais genre 8 pages pour expliquer, la banque A de l'or, puis là, à un moment donné, il n'y a plus d'or, fait que l'or, elle ne se déplace plus. Puis là, tu envoies l'or dans une banque d'une autre ville, mais là, tu n'as pas besoin de déplacer l'or parce que là, Julie puis Bob, ils s'échangent des pièces. Mais là, tout un espèce de système juste pour expliquer la double dépense. Mon éditrice, elle a vu ça, puis elle a pris juste les bouts qui étaient importants pour la compréhension. Puis ces 8 pages-là, ils font 2 pages. C'est la même affaire, c'est la même explication, on comprend aussi bien. Des fois, on n'a pas besoin de décrire en long et en large un sujet. C'est à ça que ça sert, dans le fond, une éditrice. Fait que c'est un peu ça le parcours. C'est venu d'une espèce de frustration, pas de frustration, mais je me suis senti incompétent, littéralement. Je voulais être là pour défendre Bitcoin. Je me suis fait planter solide. Je dis, ça n'arrivera plus jamais. J'ai fait une recherche exhaustive. J'en ai créé un cours. Il y a quelqu'un qui m'a dit, hey, tu devrais peut-être mettre ça sous ta propre plume. Au début, je trouvais que ce n'était pas une bonne idée. Après, je disais, peut-être que oui, ma mère, ça pourrait l'aider. Les gens qui sont moins familiers, ils ne sont pas obligés de lire 4 livres. J'avais déjà rencontré une éditrice, elle voulait le publier. Je l'ai écrit en 4 mois, on l'a corrigé pendant 6 mois, puis maintenant, vous l'avez, vous l'avez devant vous ici. Vous pouvez en profiter de tout ce travail, c'est du proof of work. C'est là. C'est impressionnant. Ben moi, j'ai ton livre, puis tu as parlé avec mon beau-père tantôt, là, qui l'a lu aussi, puis ma mère l'a lu aussi. En tout cas, le livre, tu vas nous en parler, là, mais le livre il est écrit pour tout le monde. Le flow est bon, là, comment ça coule. Là, puis je pense que je ne savais pas cette histoire-là. Marie, l'éditrice, clairement, elle a fait un excellent travail. Oui. Je recommande le livre. Là, j'ai écrit un article là-dessus. Là. C'est un super bon livre. Puis, il est à sa place. Parle-nous un peu de ça. Pour rajouter là-dessus, on dit genre c'est un livre pour tout le monde, c'est un livre d'introduction, mais aussi c'est un livre pour les bitcoiners aguerris. C'est un peu bon. C'est toujours un petit peu étrange quand quelqu'un a un produit à vendre de dire c'est pour tout le monde, là, mais croyez-moi sur parole, c'est pour tout le monde parce que ça donne aussi des idées aux gens qui sont avancés de comment expliquer certains sujets.
plus qu'on devient un Bitcoiner aguerri, moins qu'on a de la facilité à l'expliquer, je trouve. L'anecdote que j'aime dire, c'est que ça a été écrit par un noob. J'étais un noob au moment où je l'ai écrit. Fait que j'ai écrit un livre sur Bitcoin en tant que noob pour les noobs. Fait que ça me permet même, moi, quand je le relis, de dire: ah oui, c'est vrai, c'est comme ça, il faudrait que je l'explique aux gens quand je raconte des nouveaux. Ça donne des concepts, des idées, des exemples de comment expliquer certains sujets au nouveau. Fait que ça peut être utile même pour les super avancés. Et l'autre aspect, pourquoi il est cool, c'est qu'après que tu aies pris 2 heures de ton temps d'expliquer ça à ton beau-frère qui ne comprend pas, là, tu peux juste dire: yeah, lis-le, là, ça en reparlera après. Et voilà. C'est à ça qui sert aussi le livre. C'est comme ça peut aider les gens qui sont plus avancés dans Bitcoin à dire: gars, on ne va pas passer 4 jours à en parler, lis ça, puis après ça, tu viendras me poser des questions, puis je vais t'amener plus loin. Ben, ça fonctionne aussi, là. Moi, j'ai lu, quand j'ai lu tout sur Bitcoin, j'ai appris un paquet d'affaires. Même mes parents qui sont un peu plus noob aussi, comme David il dit, ils ont appris aussi un paquet d'affaires. Ça aide à mettre des trucs en contexte ou expliquer d'une façon qui est plus facile à comprendre là, pour n'importe qui, vraiment. Fait que ça, c'est un bon point. Puis c'est C'est. pas non plus nécessairement tous les bitcoiners qui ont étudié tous les sujets, Non, les c'est monnaies ça. fiat ou l'histoire de la monnaie, ou il y en a peut-être qui sont super forts sur comment fonctionne la blockchain, mais sont moins forts en l'histoire de la monnaie, exemple, ou les caractéristiques de la monnaie. Ouais. Ben, c'est une espèce de cheat sheet, littéralement, une feuille de raccourci en français, peut-être, de condensé des lectures, de tout ce que j'ai trouvé le plus important des lectures. Fait que c'est ça qui amène, en fait, mon livre en plus des livres qui existent déjà. C'est que moi, je dirais commencer par ça, puis vous allez après ça avoir je vais jouer n'importe quel chemin. Si c'est l'histoire de la monnaie qui vous intéresse, si c'est les monnaies d'État qui vous intéressent, si c'est comment Bitcoin fonctionne, ben, dans le livre, il y a des suggestions pour des recherches futures, carrément. Super. All right. Tu as parlé de ton cours un peu plus tôt. Oui, Tu as fait un cours 7 heures selon oui. le fait. Bon, un Ouais, cours de puis 7 heures. c'est pas assez, man. Hein? C'est C'est pas pas assez. assez Ah non. incroyable. Non, c'est On le incroyable comment sait. c'est Hein. pas assez, mais bon. Euh, un cours de 7 heures, Collège Maisonneuve. C'est-tu Oui, exclusif au Collège Maisonneuve? Là? oui, Tu oui. es en partnership avec eux, Oui, finalement? tout à fait. Ouais, OK. j'ai un contrat là. Je peux l'offrir qu'à eux, OK, carrément. super. Puis Ouais. il y a un nom au cours. Là. C'est Bitcoin et blockchain ou c'est pas. Ouais, en fait, bon, à l'origine, ben, c'est qu'il faut comprendre que c'est la formation continue. Fait que c'est destiné aux entreprises. Fait que euh, mon but, c'est vraiment d'offrir un cours sur Bitcoin et la blockchain. Donc, j'ai essayé de trouver des cas d'utilisation de la blockchain en entreprise. Euh, Dans la dernière version du cours, il y en avait presque pas. Dans les 2 premières versions, j'en donnais un petit peu, mais finalement, ça n'a pas marché, ces cas-là. Fait que là, Ah, maintenant que tu sais, je peux pas le refaire. Fait que la dernière fois, j'ai juste dit: écoute, il n'y en a pas vraiment de cas, là. C'est rare des cas d'entreprise où tu as besoin d'une blockchain. Mais là, heureusement, il y a quelqu'un qui a sorti un livre qui s'appelle La blockchain utile. Je suis en train de le lire en ce moment. J'ai déjà 3-4 idées. Il y a 3-4 choses, exemples d'utilisation de la blockchain en entreprise qui sont dans le livre. Fait que ça m'aide tellement. Là, je ne vais pas rajouter ce contenu-là parce que le titre, c'est ça. Le titre du cours, c'est Bitcoin et blockchain, une révolution technologique, économique et institutionnel, quelque chose comme ça. Dans le sens que ça pourrait révolutionner plein d'aspects de notre vie. Moi, ce que j'ai vu comme qui fonctionne maintenant, c'est juste au niveau économique. Parce que la meilleure utilisation de la blockchain, à mon avis, en ce moment, avec mes recherches, ce que j'ai pu lire, c'est la monnaie et c'est la rareté absolue, la rareté digitale absolue. C'est ça l'utilisation première de la blockchain. Donc, pour ça que Bitcoin existe. Et j'en connaissais pas d'autres qui fonctionnaient jusqu'à tout récemment depuis que j'ai lu ce livre-là. Donc, dans la prochaine version du cours, il y aura quelques cas d'utilisation, mais en passant, dans ce livre-là, ce n'est pas un livre de shitcoin ou qui promote des autres blockchains. Je pense que la plupart des cas, c'est des cas d'utilisation de blockchain dans la blockchain Bitcoin, genre des ouais. timestamps. Exemple, le premier que j'ai vu, c'est pour des, disons, tu veux certifier que c'est toi qui as fait cette chanson-là à telle date, là, genre, ben,
sais pas exactement comment ça marche, mais tu peux peut-être faire un hash du wave de ta chanson, puis faire une transaction Bitcoin. Fait que là, tu es sûr que. Puis ça dit dans le livre que c'est utilisé en cours. Ça peut être utilisé en cours dans plein de juridictions comme preuve. Parce qu'avant, ce que tu faisais pour certifier que tu avais une chanson, puis c'était à toi, ben, tu mettais les paroles de la chanson ou les notes de la chanson dans une enveloppe, puis tu t'envoies ça par la poste. Là, le stamp du gars de la poste, c'est la preuve que tu ne l'as pas envoyé la semaine passée. Parce que, mettons que moi, j'ai composé une chanson, toi, tu me l'as volée, puis tu l'as sortie avant moi. Comment que je fais pour prouver que j'avais écrit ces paroles-là avant toi? Ben, les gens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils s'envoyaient ça par la poste. Ben, la blockchain Bitcoin, ça peut faire exactement la même chose. Mais en plus, on sait qu'on ne peut pas la falsifier. C'est pas un timbre de gars de poste. Là. Si ta mère a travaillé au bureau de poste, là, tu peux prendre le stamp, changer la date, et taper ça sur une enveloppe et dire tiens, tu as ta preuve pour la cour. Voilà. C'est super facile à falsifier, tandis que la blockchain Bitcoin, c'est infalsifiable. Fait que c'est ça. Fait que je vais heureusement pouvoir ajouter cet aspect-là parce que je ne voulais pas que ce soit juste un cours sur Bitcoin, malgré que 90-95% du cours, c'est au sujet de Bitcoin parce que c'est la meilleure utilisation de la blockchain qu'il y a en ce moment. Puis c'est un cours sur l'histoire de la monnaie. Mais je vais pouvoir mieux servir l'objectif du cours de est-ce qu'une blockchain est bon pour mon cas d'utilisation, ce qui est en passant important. On a bien beau dire, nous autres, que Bitcoin, c'est la seule bonne utilisation de la blockchain en ce moment. Peut-être qu'on se trompe, puis peut-être qu'il y a des entrepreneurs qui vont voir cette technologie-là, puis ils vont créer, je sais pas, un système de timestamp pour quelque chose qui est super utile, puis ça va révolutionner une industrie. Bien, il faut que ces gens-là ils soient mis en contact avec la technologie, puis qu'ils comprennent comment ça marche. Bien, ça, c'est un peu le rôle des éducateurs comme moi. Moi, bien que je suis un Bitcoiner maximaliste, ça ne va pas m'empêcher de voir qu'il y a sûrement d'autres cas d'utilisation de la blockchain, j'espère. Mais je ne vais pas leur dire faites un ICO puis ou aller ou prenez cette blockchain-là qui a fait un ICO puis qui va faire un rug pull dans 2 semaines. Il faut aussi leur apprendre à se protéger contre ces cas-là qui existent encore malheureusement aujourd'hui. Fait que c'est ça que j'offre dans le cours. J'essaie de le faire en 7 heures. C'est vraiment pas assez long. Et c'est le commentaire que j'ai eu de négatif dans les évaluations, c'est trop de contenu dans pas assez de temps. Là. Mais c'est une question aussi. J'ai enlevé du contenu d'ailleurs la dernière fois, là, parce que maintenant, il faut s'ajuster, mais c'est aussi réserver 2 jours du temps. Les gens, j'essaie de faire ça en une journée, que les gens aient une bonne vision d'ensemble, puis qu'ils sortent de là avec une graine plantée dans leur cerveau qui va les amener peut-être à pousser leur recherche plus loin. C'est vraiment une introduction, puis j'essaie de le faire en 7 heures. Voilà. Ouais, c'est super. Là. Fait que tu as eu des bons commentaires autrement, à part que le temps et le niveau de contenu, c'est. Ouais. J'ai eu un commentaire négatif que j'ai trouvé intéressant, c'est que je pensais que la personne a dit que c'était pas ce qu'elle s'attendait. Là, je pensais qu'elle voulait dire que c'était trop technique. T'sais. Puis les j'écris justement un livre le moins technique, là, je vous l'enverrai pour que vous pourrez. Puis là, elle me répond en disant non, pas moi, je voulais vraiment l'aspect. Je m'attendais que ce soit un cours sur technique sur la blockchain. Mais, je suis comme, OK, c'était complètement l'inverse de ce que je pensais. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé l'invention de Bitcoin que j'ai traduit avec Thibault. Si vous voulez avoir le côté technique de la blockchain, vous lisez le livre, vous allez avoir toutes vos réponses. Fait que ça m'avait fait bien rire. J'avais répondu oui, je vais alléger un peu le côté technique du cours parce que c'est pas vraiment la place parce qu'on n'a pas assez de temps. Les gens pourront se référer. Non, moi, c'était le technique que j'aurais aimé ça. Eu 7 heures de technique. Ah ouais, bon. C'était pas le bon cours pour ça. Un cours d'introduction à la blockchain, 7 heures technique, là, je ne pense pas que ce soit ben winner. Là. Même moi, je pense que j'aurais de la misère à suivre. J'aime mieux lire tranquillement. Voilà. All right. Moving on. OK, David, je vais te lire ma question ici. Depuis la sortie de ton livre, tu es paru à plusieurs podcasts de la communauté Bitcoin. Once Bitten, récemment avec Daniel Prince, Bitcoin Takeover aussi, Vlad Costea. Ouais. La sauce Bitcoin, super bon aussi en français. Là, avec québécois. Gustavo. Parlons Bitcoin hier, c'est pas sorti encore. Ouais. Scoop, spoiler alert. J'imagine que. Avec Emmanuel. Ouais, OK, spoiler alert. Ouais. Tu es ici aujourd'hui.
Fait que, ouais, écoute, même avant la sortie de Tout sur Bitcoin, tu as fait plusieurs interventions à des radios locales, CKVM FM à Ville-Marie, ta ville natale, Mhm. puis Région 08. Bon, c'est plus Ça, c'est en des Abitibi, c'est interventions. Radio-Canada. Ouais. Excuse-moi? C'est en Radio-Canada en Abitibi, Ouais, celle-là. ok, Ouais. c'est ça. Ouais, Région 08 de Radio-Canada, j'aurais dû le mentionner, effectivement. Puis, bon, ça, ces interventions-là, c'est plus adressé à des auditoires plus larges, là, Ouais. en juger par le contenu de ces interventions-là. Mais bon, tout ça, c'est super bon. Puis, c'est aussi beaucoup de contenu. Peux-tu décrire la différence d'expérience là, pour toi en tant qu'intervenant entre un autre et son auditoire qui est Bitcoin friendly, si on veut, versus, disons, des no-coiners, là, comme le terme qu'on emploie souvent ici, Ouais. puis, et ou un auditoire carrément réticent là, Ouais. envers Bitcoin. Ouais, c'est une bonne question parce que c'est vraiment, vraiment pas la même chose. L'aspect le plus important, je pense, dans cette question-là, dans la réponse à cette question-là, c'est le lingo. Le lingo, ça a l'air étrange comme mot, mais c'est un vrai mot du français. Le lingo, ça se définit par un langage d'une industrie ou excusez, je n'ai pas le mot, là, mais tu sais, Un lexique. un lexique là, qu'on utilise dans un groupe ou dans une communauté. Ça s'appelle un lingo. Donc, quand on fait un podcast ensemble puis que c'est des Bitcoiners qui écoutent, on a un paquet de mots que les no-corners ne vont pas comprendre. D'ailleurs, les no-corners ne comprennent pas le mot no-corner, Ils c'est ne savent sûr. pas que c'est des no-coiners. Ils ne savent pas eux-mêmes qu'ils sont des no-corners. Donc, la première réponse à ta question, c'est le lingo qui est complètement différent. On ne peut pas utiliser de lingo Bitcoin. Et si on le fait, il faut l'expliquer. Et la façon la plus simple de régler, ben pas de régler, c'est pas un problème, là, mais la façon la plus simple d'appréhender ça, c'est tout simplement d'y aller par sujet, par concept. Il faut expliquer un concept à la fois, partir du début, puis décrire le concept au complet, finir. Il faut absolument faire ça. Sinon, si on explique, si on fait comme je fais depuis le début qu'on parle, partir sur plein de paraboles, puis de parenthèses, pardon, puis de parler de plein de concepts différents, les gens, ils vont juste rien comprendre. Donc, quand on parle, donc facilement, là, quand on parle à la radio, on parle, David, peux-tu me décrire c'est quoi Bitcoin ou à quoi ça sert Bitcoin? J'ai une réponse déjà faite dans ma tête qui est simplement à dire aux gens, Bitcoin, c'est simple, c'est un système d'échange de valeurs numériques qui n'a pas besoin de passer par un intermédiaire. Bon, là, OK, wow. Là, les gens n'ont pas compris ce que je viens de dire. Là, il faut renchérir en disant, tu sais, quand tu vas à la banque, là, ton argent est numérisé dans une base de données. Tu comprends? Les billets ne sont pas dans le coffre, ils sont dans ton compte, dans un ordinateur, dans une base de données. Si tu veux partir chez vous avec tes billets numériques, ta valeur numérique, sur une clé USB, tu ne peux pas faire ça. Tu peux juste l'envoyer à quelqu'un d'autre qui va être dans une banque aussi. Donc, il y a un intermédiaire. Si tu veux transiger de la monnaie numérique, il faut que tu passes par un intermédiaire qui est une banque. Tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas l'avoir sur une clé USB et le donner à ton chum. Bitcoin, c'est ça que ça permet de faire. C'est que tu peux avoir une valeur numérique, puis tu peux l'envoyer à ton ami directement sans passer par une banque, par un intermédiaire. Tu peux faire ça avec ton ordinateur ou ton téléphone. Tu tapes ça peut se faire par courriel, mais alors, quand tu le fais par courriel, tu passes par un exchange, mais tu prends le QR code du téléphone de ton ami, tu scannes. Tu vois, si je l'expliquais à la radio, j'aurais pu sauter ce bout-là de QR code parce que ça. Mais donc, Non, j'ai arrêté à. En fait, c'est parce que je l'explique plus en détail là parce que je vois déjà les bitcoiners à l'autre bout que j'ai trop simplifié. Là, donc, mais donc, c'est ça. Ouais. Donc, un éditoire. Nous, tu t'arrêtes à dire ça permet de transférer de la valeur de manière numérique et tu fais l'opposition avec les banques que l'argent est déjà numérique, mais qui est pris dans la banque. Mais ça permet d'extraire cette valeur-là de la banque puis de l'envoyer à n'importe qui que tu veux qui a un portefeuille Bitcoin de manière numérique. Et je pense aussi, je donne l'exemple genre d'une clé USB. Tu peux tendre une clé USB à quelqu'un puis il va y avoir des Bitcoins dans la clé USB. Encore là, en 2021, ça fait potentiellement pas beaucoup de sens parce qu'on ne fait plus ça, mais c'est possible d'avoir une clé privée sur la clé USB. Fait que cette valeur-là, elle se transmet d'une personne à une autre main à main, comme du cash, en fait, comme l'argent liquide.
C'est comme ça que je l'explique. Si tu me demandais à quoi ça sert Bitcoin, un auditoire, puis même en ce que je viens de te dire, je suis allé trop loin, mais c'est vraiment d'expliquer que ça permet d'échanger de la valeur directement, mais de manière numérique, ce qui était absolument impossible de faire avant, sans intermédiaire. Voilà. C'est ça la plus grosse nuance. Après ça, disons, des gens. Oui, la deuxième partie de ta question est encore plus intéressante, je trouve, les gens qui sont réticents. Hein? Ouais, Bon, les gens qui exact. sont réticents, il faut trouver un angle qu'ils connaissent. Si c'est quelqu'un en finance, tu pourrais dire lis Layered Money. Parce que ça va parler aux gens de finance. Il faut que tu trouves l'angle. Si c'est quelqu'un, je ne sais pas moi, qui est plus de gauche, là, tu pourrais parler de la distribution fair de Bitcoin, que c'est pas comme en ce moment que les plus riches de la planète on possède la majorité des assets. Puis plus que tu as d'assets, plus que tu peux emprunter, plus que tu peux acquérir d'assets. C'est ça qui crée le gap entre les. Tu peux prendre l'angle de ces. Le système actuel crée le gap entre les super riches et les super pauvres. C'est le système actuel qui cause ça. Bitcoin, ça corrige ça. Évidemment, si on tombe dans un Bitcoin standard demain matin, il y a plein de Bitcoiners que ça va être eux les super riches, mais pour acquérir des Bitcoins, il va falloir qu'ils fassent le même effort que le gars en bas de la chaîne. C'est le même effort parce que Bitcoin, il ne favorisera pas celui qui a plus de Bitcoin. Mais il va avoir on n'enlève pas le fait que quelqu'un a beaucoup d'argent puis que ça lui donne plus de possibilités. Ça ne changera pas. C'est la vie. Là, c'est intéressant. Le problème en ce moment, c'est que quand tu as beaucoup d'argent, en plus d'avoir les avantages de faire beaucoup d'argent, ton argent que tu reçois vaut plus cher que l'argent que la personne reçoit en bas. Ça s'appelle l'inflation puis l'effet cantillon. C'est peut-être un petit peu trop poussé, je ne sais pas. C'est pas tout le monde qui va évidemment comprendre ça en écoutant le podcast. Vous pourrez faire des recherches là-dessus, mais c'est ça qu'on explique en fait. C'est que, évidemment, plus que tu es riche, plus que tu as des chances, plus que tu peux encore emmagasiner de richesse, ça c'est normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que dans nos sociétés, les riches ont accès à beaucoup de crédits, puis ils peuvent accaparer tous les biens et services avant les autres à cause de cet accès au crédit. Tu sais que les milliardaires, ils vivent pas sur leur salaire puis ils vivent sur l'emprunt parce qu'ils ne sont pas taxés. Ça, c'est vraiment fou quand tu comprends ça. C'est que au lieu de se verser un salaire et d'être imposé sur leur salaire, tu vas à la banque puis tu empruntes 5 millions de dollars pour ton année. Puis tu reçois ça, tu dépenses 5 millions de dollars. Puis après ça, tu prends l'argent, ton capital, puis tu payes genre la dette, puis tu n'as pas été imposé sur l'argent que tu as utilisé pour vivre dans l'année. Oui. C'est un peu simpliste comment je l'ai expliqué. Ceux qui connaissent vraiment ça, ils vont peut-être dire qu'il manque une étape, là, mais c'est ça qu'ils font au final, ces super riches-là, parce qu'ils empruntent à 0% d'intérêt ou à 1% d'intérêt ou à 0,1% d'intérêt. Fait que ça débalance tout le système. Dans le fond, l'argent, là, c'est comme des coupons d'accès à des ressources. S'il y a des gens qui ont un accès plus facile à l'argent, pas l'argent qu'ils ont déjà, là, de la nouvelle argent qu'on crée, ils vont s'accaparer les ressources, ça va faire moins de ressources pour les autres. L'argent, ça sert à ça, c'est supposé de dire quand tu fais un effort, tu es récompensé avec de l'argent, après ça, tu as accès à des ressources. Mais ce n'est pas ça qui se passe en ce moment. Si on avait un système plus fair, basé sur Bitcoin, c'est ceux qui ont travaillé qui auraient accès aux ressources, pas ceux qui ont déjà, qui sont, mettons, amis avec les banques et qui ont accès à l'argent plus. Donc, c'est ça. Donc, pour revenir à la question, je t'ai dit que je faisais des parenthèses. C'est ça le but du show, là, oui, en passant à exactement. tout le monde. Là. Exactement. Donc, l'idée, c'était que ça, c'était la personne de gauche. La personne de gauche, tu vas lui dire ça. Là, ouais, tu sais. Fait que c'est trouver un angle. Moi, je trouve que dans chaque type de personnalité, il y a quelque chose qui va t'intéresser par rapport à Bitcoin. Mettons, les gens qui sont en finance, parlent pas de déflation, ils vont pogner en feu. T'es mieux de prendre un autre angle. Ceux qui sont de gauche, tu peux leur parler de la redistribution qui est plus fair. Ceux qui sont de droite, parlent de l'économie autrichienne, de droite économique, là, pas de droite nécessairement sociale, parlent de l'économie autrichienne. Tout ça, ça va leur parler. Et donc, il faut s'ajuster au public auquel on parle, tout simplement. Ça, c'est une notion de base, j'imagine, de marketing ou de communication. Mais
C'est très vrai en Bitcoin parce que. Et ah oui, le dernier point. Je ne sais pas si c'est une question subséquente ou. Mais j'ai un ami qui voit Bitcoin super noir, super pas bon parce que il est à la merci des crypto lockers. Fait que pour lui, Bitcoin, là, c'est le diable là, parce qu'il est toujours à risque de se faire crypto locker ses systèmes, puis il pense que c'est de la faute de Bitcoin. Mais en fait, c'est de la faute de Microsoft, puis des vulnérabilités, puis des. Je veux dire, il y a plein de monde qui se font hacker avec des virements Interac. Là. Ça ne veut pas dire que les virements Interac, c'est le diable. Il faut juste améliorer les. Le dernier que j'ai vu pour les virements Interac, là, c'est que je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais il y a quelqu'un qui m'a un screenshot de genre, tu peux faire une demande d'argent en virement Interac. C'est-à-dire, Ben, demande d'argent. je ne sais pas si c'était juste un. On vérifiera, puis tu le couperas au montage. Désolé, mais il y a quelqu'un qui a mis un screenshot de dire genre demande de 400 $. Ça ressemble, tu sais, c'est l'écran de virement Interac. Fait que là, toi, tu penses que tu reçois 400$, tu sais. Ah, Là, tu ok, fais ça. ok. Là, tu y envoies 400$. Mais je ne sais pas si c'est vrai. Il me semble que ça fait quasiment pas de sens. En tout cas, si c'est vrai, moi, je me ferais peut-être même avoir. Là, tu sais, c'est tout ce sûr que que ça existe, ça. tu vois le C'est sûr. 400$, ben, il veut m'envoyer 400$. Ouais. Et puis là, je ne parle pas de quelqu'un de nowhere, là, c'est genre quelqu'un qui vend son char. Puis là, il dit, je vais te faire un dépôt de 400$, réserve-moi-les. Mais il ne te fait pas un dépôt de 400$, il te fait une demande de 400$. Je dis, OK, tu rentres des informations, tu envoies 400$ à la personne. Mettons que c'est vrai, là, ben, tu sais, faut-tu jeter le système Interac à la poubelle, tu sais, Exactement. ou améliorer le. C'est toujours l'angle. Il y a des gens qui ne vont jamais vouloir comprendre pour plein de raisons, mais il y a toujours une façon, en général, la plupart des gens, d'aborder le sujet. Puis l'avantage, quand on a vu beaucoup de sujets de Bitcoin, quand on a lu beaucoup de choses, quand on a eu beaucoup d'expérience avec ça, on est souvent capable d'aller chercher. On a des outils à donner à chaque type de personne pour qu'ils comprennent Bitcoin. Leur amener une logique là, qui comprennent là, Qui leur finalement, parle à eux. qui est parallèle à leur valeur. Exactement, tout à fait. Parce que Bitcoin, ça marche autant pour les gens de gauche que les gens de droite. C'est un système neutre. Tout à fait. Littéralement. C'est parce que c'est trop lié. Gustavo, là, dans le podcast La Source Bitcoin, il a dit quelque chose de super intéressant, que l'impression monétaire, là, ben, la droite, là, elle la donne aux entreprises. OK? Puis la gauche a dit vous voyez l'impression monétaire, là, c'est la gauche, la droite, là, ils donnent tout ça aux entreprises, ils sont riches, machin. Puis là, la gauche, quand elle prend le contrôle, elle fait l'impression monétaire, puis elle le donne au peuple. Ouais. Fait qu'il n'y en a aucun des deux qui est correct. Là, dans un, tu distorsionnes le marché, puis dans l'autre, je veux dire, comme OK, donc l'argent, ça pousse dans les arbres, puis ça ne peut pas fonctionner. Là, je veux dire. Quand tu donnes l'argent aux entreprises, au moins, je veux dire, pas, ça donne des jobs et une économie qui se fait, mais si tu donnes l'argent direct au monde, après ça, c'est comme comment ça marche l'économie, comment ça marche les stands, comme je ne sais pas, là, je sais pas, mais ça, en tout cas, si on regarde le Venezuela, ça n'a pas l'air de tellement fonctionner. Hein. Ça crée des billets avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de zéros dessus. Ou des stacks qui valent un stack qui en est la preuve là. Mais c'est intéressant de voir Gustavo de dire que la gauche a raison de dire hey, calmez-vous avec la planche à billets à donner aux entreprises l'effet quotidiennaire, les proches du. Mais c'est parce que quand ils prennent le pouvoir, ils prennent la même dite machine à imprimer puis ils font juste envoyer l'argent ailleurs. Le problème, c'est pas où tu envoies l'argent, le problème, c'est l'imprimante à billets. C'est ça le problème. Ouais, les deux bords ont tort. Fait que, bon, c'est pour ça, du gauche ou droite, que peu importe l'angle que tu prends pour l'attaquer, Bitcoin, ça ne s'attaque pas à la gauche ou à droite, ça s'attaque à l'imprimante. C'est ça. Je pense que les Bitcoiners ont identifié ce problème-là qui est plus grand qu'un label politique. Là. Exactement. C'est une planche à billets, ça n'a pas d'affaire. Voilà, simplement. All right. Puis même à 9 ans, je me posais la question, mais what the fuck l'imprimante à billets? C'est ça. Moi, j'ai jamais. C'était pas ça, moi, mais c'est vraiment bon. Moi, j'ai juste pris ça pour acquis. Chapeau à mon père qui m'a répondu la bonne affaire en plus. Shout-out au père à David. Yeah. On va en parler. OK, on va y aller avec cette question-là. Ton passage à Once Bitten, ça m'avait marqué. J'avais bien aimé ça, ce sujet-là. Tu as discuté avec Daniel Prince, l'autre du show. Tellement sympathique. Il a de l'air nice. J'ai rencontré en vrai à Surfing Bitcoin. Là. Hyper sympathique, vraiment. Vous avez discuté de ta vision, de ce que tu as appelé en anglais les building blocks de Bitcoin. Puis j'aimerais ça que tu élabores ce concept-là, c'est tellement intéressant. Oui, écoute, ça m'a. Tu te souviens dans l'audio, dans le podcast, que j'ai vraiment pris une pause. J'ai dit hey, Daniel, tu viens de m'allumer quelque chose. Là.
c'est les building blocks là, de l'éducation Bitcoin, c'est que à chaque éducateur ou à chaque pédagogue Bitcoin amène des nouvelles connaissances ou une nouvelle façon d'expliquer Bitcoin, parle à un nouveau public. Donc, au départ, il y avait Bitcoin Talk avec Satoshi Nakamoto direct, puis les Al Finney, puis tous les OG, les vrais OG de Bitcoin. Il y avait tous eux autres qui étaient sur Bitcoin Talk. Là, après ça, il y a Bitcoin Magazine qui est arrivé. Donc, eux autres, encore là, c'était un nouveau public, une nouvelle façon d'expliquer. Donc, c'est vraiment de la vulgarisation puis de la diffusion d'informations. Et un autre bloc. Après ça, tu as Phil Champagne qui prend tous les écrits de Satoshi Nakamoto, qui fait un livre avec qui s'appelle The Book of Satoshi. Que j'ai eu la chance de lire et que j'ai utilisé pour trouver toutes les citations de Satoshi qu'il y a dans mon livre. J'ai trouvé ça dans le livre de Phil au lieu de parcourir le forum. Phil les a tous mis en ordre et c'est fantastique. C'est un excellent livre. Donc, il y a eu ce livre-là. Après ça, je pense qu'il y a eu Bitcoin Billionaires que je n'ai pas lu. Qui a l'air d'une espèce d'aventure folle des OG de Bitcoin qui sont devenus milliardaires, là, évidemment, mais je ne l'ai pas lu encore. Parce que je pense que c'est plus une histoire. C'est des faits réels, à mon avis, là, mais ça doit raconter leur expérience. Moi, j'étais plus dans l'aspect académique. Là, fait que je peux me tromper, mais je ne l'ai pas lu à cause de ça. Puis aussi, c'est un livre qui date un peu plus. Je voulais lire les livres les plus récents. Il y a eu ce livre-là. Après ça, il y a eu Safiden. Tout est parti de Safiden. Le premier bloc de marbre, là, parce que les gens se sont assis pour faire leur éducation formelle à Bitcoin, c'est le Bitcoin Standard. Fait que tu as Bitcoin Talk, tu as Phil Champagne qui fait son livre, tu as Bitcoin Magazine. Donc, puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui arrive et dit bon, moi je suis un économiste, j'ai toutes les connaissances, moi, vous mettre ça sur le sens du monde. Lui, il a mis ça sur le sens du monde. Il a écrit ça s'appelle un séminaire en anglais. Un œuvre fort, mais je ne sais pas s'il y a l'équivalent en français, je m'excuse, mais je ne pourrais pas dire. Seminole en anglais, c'est vraiment, ça décrit bien le Bitcoin Standard. C'est un œuvre marquant, fort d'un sujet. Un point de repère. Là. Exactement, un ancrage. Ouais, ça a mis ça, c'est la base. Comme, sauf que ça, c'est pas fait pour ma mère. Ça ne couvre pas tous les sujets. Puis c'est écrit de manière universitaire. C'est assez haut niveau. C'est pas l'average Joe, peut-être qui n'aimerait pas ça, lire ça. C'est vraiment fait pour ceux qui sont passionnés d'économie, puis d'histoire, de monnaie, puis de. Bon. Mais n'importe qui peut le lire, là, mais c'est juste que peut-être ce ne sera pas peut-être pas un walk in the park. Bon. Donc là, ça, c'est arrivé. Après ça, il y a toutes sortes de monde qui ont pris ça et qui ont écrit d'autres livres, genre Why Buy Bitcoin, qui reprend encore les concepts des caractéristiques de la monnaie, mais de manière expliquée plus simple. En fait, Why Buy Bitcoin, dans le livre, il explique que c'est celui dessus. Il explique qu'il a failli appeler ça Bitcoin pour les boomers, tu sais. Bitcoin for Boomer, parce que son public cible, c'était les boomers. Parce que lui, c'est un conseiller financier, Eddie, Storm. Fait que, probablement que sa clientèle, c'est des boomers, fait qu'il les connaît, là, fait que, mais finalement, il a mis ça un petit peu plus neutre avec Why Buy Bitcoin. Mais donc, lui, il parle à ce public-là. Puis, il y a 14 caractéristiques de la monnaie au lieu de 4. C'est super. Donc, comme ça prend le sujet de la monnaie, puis ça le rend encore plus digestible, plus vulgarisé pour un public des boomers, exemple. Fait qu'il y a ça. Après ça, il y a tantôt, j'ai oublié de parler de Mastering Bitcoin, qui est sorti à peu près en même temps que Bitcoin Standard. Juste un peu en 2017. Ça, c'est Jimmy Song? Non, ça, c'est Antonopoulos. Ah, OK. Donc, lui, là, c'est ça, Antonopoulos, ce qu'il a fait, c'est qu'il a écrit la Bible technique sur Bitcoin. Lire ça, c'est aussi passionnant qu'intimidant. Moi, je suis développeur, là, puis des bouts, là, c'est comme, man. Mais j'en ai compris l'immense majorité, puis je le recommande à ceux qui veulent aller vraiment à deep down. Mais, tu sais, c'est clairement pas un livre, pardon, pour les gens qui veulent savoir comment Bitcoin fonctionne. C'est comme,
lis pas ça, man. Lis ça si tu veux devenir codeur dans Bitcoin ou si tu veux travailler dans une entreprise qui fait des projets Bitcoin, qui construit sur Bitcoin. Là, tu vas pouvoir parler aux développeurs. Tu n'as pas besoin d'être développeur, mais le développeur va te parler d'un concept. Ah, c'est important, telle affaire parce que machin. Là, tu vas comprendre, même si tu n'es pas développeur. Fait que c'est un excellent livre de vulgarisation technique. Tu n'as pas besoin d'être codeur. Mais ça s'adresse juste à ce genre de monde-là, les codeurs ou les gens qui ont besoin de le connaître au niveau technique. Mais là, il y a Jan Pritzker qui a écrit Inventing Bitcoin. Ta mère peut le lire et comprendre comment Bitcoin fonctionne au complet. Fait que tu vois les blocs, là? Satoshi Nakamoto, Sophie Dynamos, à côté, tu as Antonopoulos Mastering Bitcoin. Après ça, ben, tu as Handy qui va au-dessus par-dessus Sophie Dun pour le sujet de la monnaie. Tu as Jan Pritzker qui s'assied dessus. Fait qu'eux autres, là, Handy, Jan Pritzker, là, ils parlent directement à moi. Antopoulos et Saïf, là, il était juste une petite coche au-dessus de moi. Comme j'ai trouvé ça un peu ardu, leur lecture. C'était une coche au-dessus de moi. Mais Andy, puis il me parle à moi. Ben, moi, j'ai écrit mon propre livre pour parler à un autre niveau ou à un autre public cible qui est encore plus facile à lire que Why Buy Bitcoin, qui vulgarise autrement. Moi, j'ai écrit eux autres, ils ont écrit des livres clairement qui n'étaient pas noob. Moi, j'ai écrit un livre pendant que j'étais noob puis qui parle aux noobs. Fait que c'est ça mon rôle. Là, après ça, là, mettons, j'ai dit ces deux livres-là. Là, il y a mon livre. Mais là, par-dessus mon livre, il y a Kevin avec son podcast. Là, toi, tu vas joindre un autre public. Lui, il va peut-être lire mon livre, puis il va peut-être. Ça va peut-être être un directeur de contenu à Radio-Canada. Puis il va dire Hey les gars, il faut faire une émission hebdomadaire sur Bitcoin puis expliquer ça aux gens. Fait que là, eux autres, ils vont prendre mon livre, puis ils vont lire le livre d'Andy puis le livre de Yann. Puis là, ils vont dire Hey, les gars, on va faire du contenu à la télé pour les gens qui écoutent la télé. Puis il y a peut-être un autre gars qui va dire ben, moi, je vais me partir un channel YouTube technique pour parler aux gamers. C'est n'importe quoi, mais c'est ça les blogs, c'est que chaque fois qu'on rajoute qu'on crée une œuvre vulgarisée, il y a quelqu'un qui va prendre ce travail-là, comme moi, j'ai pris le travail de Yann, de Andy, de Saïf et de Antopoulos pour faire mon propre œuvre qui s'adresse à un public spécifique. Il y a des gens qui vont faire la même chose avec mon travail. Il y a des gens qui vont faire la même chose avec ton travail de rédaction éventuellement, de ton podcast en ce moment. C'est ça, les blocs. Puis à chaque fois, on ajoute un public de plus. Puis à chaque fois, ça revulgarise, puis ça Favorise rejoint de l'adoption. plus en plus de personnes. C'est ça les building blocks de la connaissance de Bitcoin. Puis moi, je pense que le endgame, c'est littéralement un sujet Bitcoin quotidien, toutes les semaines, dans des médias de masse. La télé, ça va peut-être disparaître, là, mais je veux dire, ça va être un sujet comme on parle de toutes sortes de choses qui sont importantes. Comme mettons la cuisine, peut-être qu'éventuellement, il y aura des émissions de Bitcoin que les gens vont écouter, pas juste un paquet de geeks comme nous autres, intéressés par la monnaie. Ça va peut-être se rendre là parce qu'il y aura eu le travail de base. Mais pour résumer, là, tout simplement, c'est facile à résumer. On va prendre l'équivalent des programmes universitaires. Je pense que dans toutes les sciences, dans tous les domaines, c'est pas le livre Économie 101 qui est écrit en premier. C'est pas lui qui est écrit en premier. C'est tous les gros livres de théorie, de théorie, des livres 408 là, qui sont écrits en premier par les gens qui inventent ces nouveautés-là. Puis les blocs, là, c'est vraiment un concept qui m'est venu en parlant avec Daniel Prince, mais honnêtement, ça doit avoir un nom. Là. Ce qu'on vient de parler là, ça doit être. Probablement. C'est quoi l'étude de la science? C'est l'épistémologie ou il y a un mot pour ça? Mais bon, en tout cas, dans l'étude de la science, il doit y avoir un concept qui explique ça. Que les sciences commencent toujours avec l'ultra détaillé, l'ultra illisible, l'ultra petit groupe, machin. Puis là, à mesure, éventuellement, quand la science est mature, ben, il y a le livre Économie 101 ou Microbiologie 101 qui s'écrit. Puis là, c'est le premier livre que tu prends. Là, tu lis Microbiologie 101. Tu dis, c'est intéressant. T'sais. Tandis que si tu lisais Microbiologie 408, là, tu dirais,
Ouais, non, mais c'est pas pour moi, Ça. tu sais. Fait que c'est ça. Dans Bitcoin, on est peut-être rendu au milieu là, mon livre, c'est peut-être pas encore Bitcoin 101. Tu sais. C'est peut-être une coche encore trop. Je sais pas, tu sais, il y aura peut-être. En fait, c'est parce qu'éventuellement, il y aura des abstractions que je décris dans le livre qu'il n'y aura même plus besoin d'avoir. Tu sais, je décris les Ouais. adresses, les UTXO, tout ça. Dans Bitcoin 101, là, dans 3 ans, pendant qu'on n'en parlera Non, même pas, je suis d'accord avec toi. simplement. Fait que c'est ça. Fait qu'on est un endroit dans la chaîne des building blocks de la connaissance. Puis ça va terminer avec Bitcoin 101 éventuellement. Puis on va en parler comme des émissions de cuisine éventuellement dans un avenir X. Parce que peut-être pas. Dans le sens que dans toute émission, on va parler d'économie, de budget, de ça. On va parler de Bitcoin puisque ça va faire partie de la vie. Exactement. C'est ça. C'est ça l'endgame des building blocks de la connaissance de Bitcoin. Super. Hein, Colin? Non, c'est très bon. Écoutez, là, faire un clip juste avec ça. Je ne sais pas un jour si je vais être capable de faire des podcasts d'une demi-heure. Hein? Non, Non. je te dis tout de suite, tu ne seras pas capable. OK. All right, super, on continue. Alors, ça va dans un de tes sujets préférés, l'hyperinflation. Ouais. Les différentes périodes de l'histoire récente où certaines nations ont été marquées par l'hyperinflation. Tu t'es beaucoup intéressé à ça. Ouais. Tu en fais mention dans ton livre aussi, avec des bons passages qui aident à familiariser les lecteurs avec les terribles effets que peuvent avoir la planche à billets dont on parlait tantôt. Tout à fait. Entre autres. Fait que tu en as également discuté dans quelques podcasts. Si jamais il y en a qui. Tu sais, je les référence parce que c'est des bonnes ressources là, si quelqu'un veut écouter des podcasts où ce que David en parle. Bref, David, qu'est-ce qui te fascine à propos de l'hyperinflation? Ce qui est plus fascinant, à mon humble avis, au sujet de l'hyperinflation, c'est qu'on peut même pas se l'imaginer en tant que chanceux occidentaux. C'est pas un concept qui fait du sens d'aucune façon pour nous. On a l'impression que ça arrive dans des pays du fin fond du tiers-monde, puis que ça ne pourra jamais nous arriver à nous autres. Puis que c'est un peu des histoires fantasmagoriques qui ont ni queue ni tête, puis qu'on ne peut même pas imaginer les conséquences. C'est ça en partant. Moi, c'est comme ça que je voyais ça. C'était un peu flou, un peu un concept ésotérique. Mais quand tu te mets à y intéresser, ben, tu comprends un peu qu'est-ce qui se passe, puis tu vois les exemples, puis ça fait juste empirer. C'est un cercle vicieux. C'est de pire en pire. Les gens qui le vivent, là, ils font avec. Ils continuent leur vie, ils continuent à manger, ils continuent à vivre, tout ça. Puis ils se disent, à un moment donné, ça va finir, puis là, ça vient de pire en pire, puis là, tu penses que tu as atteint le fond du baril, puis là, c'est encore pire. Fait que quand tu t'intéresses à ça, ben, c'est un peu le même concept. Quand tu lis, tu ne peux pas arrêter de lire, tu ne peux pas arrêter de vouloir t'informer parce que ça n'a aucun sens. Puis après ça, ça a encore moins de sens, ça a encore moins de sens. Puis tu veux faire un sens avec ça, tu veux voir comment ça finit, fait que c'est super passionnant. Puis ça m'a permis aussi de comprendre pourquoi ça arrive, mais en fait, comment ça peut perdurer. Tu sais. Ce que j'en ai déduit, c'est que les gens qui sont en charge des outils qu'ils ont pour pallier, pas pallier, mais pour gérer l'hyperinflation, ben, ils font avec les outils qu'ils ont. Les outils qu'ils ont, c'est imprimer des billets puis rajouter des zéros sur les billets. C'est juste ça qu'ils font. Fait que là, ils disent ah, mais il y a même une phrase là, dans une des documentations que j'ai, c'est que genre le ministère de l'Économie là, ou le président de la Banque centrale, il dit littéralement il y a genre 4 trillions de notre monnaie qui existe là, sur le marché, out there, qui dit en anglais, and it's manure. T'sais. On Dans peut le sens dire que. la Oui, c'est ça. C'est de la boue, de l'engrais, la du boue, purin. du purin. Bon, exactement. Fait que, comme en public, le ministère de l'Économie ou le président de la Banque centrale, je m'excuse, ce n'est pas précis, là, mais il dit là, que c'est ça, il y a l'équivalent de 4 trillions en valeur nominale de billets qui sont sur le marché, mais ça vaut rien, littéralement rien. On ne peut pas acheter un pain avec tout le volume d'argent qu'il y a dans le pays. Fait qu'on a un problème. Fait que là, leur réponse à ça, c'est ben, on va en imprimer plus puis on va racheter des zéros. Il n'y a pas d'autre façon pour eux de régler ça parce que c'est ça leur outil. Ils ont une planche à billets puis ils ont une valeur nominale qui peuvent changer. Et donc,
Par contre, pour rassurer les gens, souvent les gens me demandent est-ce que est-ce que ça peut nous arriver ici, au Canada, aux États-Unis, est-ce que ça va arriver avec l'euro? La différence avec ça, c'est qu'avec les monnaies occidentales, disons, qu'on peut inclure le dollar US, l'euro, c'est qu'il y a de la demande pour la monnaie. Puis, il y a des normes économiques à ne pas dépasser. Tu sais, on a imprimé beaucoup d'argent au Canada pour la pandémie, mais comme notre ratio s'est débalancé beaucoup, puis on est dans les pires au monde, mais on ne va pas en imprimer encore 3 fois plus, puis 4 fois plus. Là. Tu sais, comme, à un moment donné, il arrête, puis il dit, bon, ben là, on va arrêter, puis on va subir les conséquences, puis fait qu'il y a encore une certaine relative responsabilité, mais on paye pour ça avec l'inflation. Bon, c'est un concept peut-être qu'on couvrira plus tard, mais nous, il y a comme une espèce c'est géré un peu plus de façon professionnelle, malgré que, à mon humble avis, ça ne fait pas de sens quand même, mais il y a comme une espèce de limite à ne pas dépasser, qui ne dépasse pas, qui sont capables de contrôler. Et de deux, il y a de la demande pour les billets. Pour la monnaie, parce que, mettons, au Canada, on a des ressources naturelles, puis il n'y a pas tant de monde que ça qui veulent la monnaie canadienne. Là. On est un peu à risque, mais on a quand même des choses à offrir. Le moment où ça crée de l'hyperinflation dans tous les pays que j'ai vus, c'est tout simplement qu'il y avait zéro demande pour la devise. Au Zimbabwe, là, en fait, bon, la première chose qu'il faut dire, le Zimbabwe, là, c'est un pays extrêmement prospère à la fin des années au début, à la fin des années 90, mettons, jusqu'à l'an 2000. Il était exportateur net même. Il y a ça, la fois qu'il importait, c'était du pétrole. Parce que il fait beaucoup de fermes maraîchers et de bétail. C'est un pays pas extrêmement riche, mais un pays prospère. Quand tu es exportateur net, là, sérieux, c'est quand même impressionnant quand tu es un pays. Je ne suis pas spécialiste en macroéconomie, là, mais en tout cas, dans ce que je lisais, ça avait l'air très, très d'être quelque chose d'assez rare, je pense, même pour un pays africain, j'imagine. Donc c'était un des bons pays là, qui avait une bonne économie. Et ce qui est arrivé, c'est il y a deux affaires qui sont arrivées. Ils ont donné des compensations pour les pensions pour les vétérans de la guerre d'indépendance quand Mugabe était au pouvoir. Puis c'était de l'ordre de genre 400 millions. Puis ils n'avaient pas les fonds. Puis l'IMF ou la Banque mondiale, un des deux, là. Je ne sais jamais la différence entre les deux. Peu Les autres non importe, plus. c'est ça. Il y avait un deal pour leur faire un prêt de 100 millions parce que dans le fond, en fait, l'IMF, c'est ça que ça sert. L'IMF, c'est que ça va essayer d'acheter des devises comme ça pour stabiliser. C'est ça le rôle de l'IMF. Ça a été créé après Bretton Woods. Parce qu'avant Bretton Woods, les monnaies avaient des taux de change fixes. Puis quand Nixon il a mis fin pendant Bretton Woods, il y avait des taux de change fixes. C'est comme ça que c'est géré. Puis après Bretton Woods, quand Nixon a arrêté la conversion en or, ben, il y a ces organismes-là qui se sont créés pour, comme les taux varient, ben, il y a un organisme qui s'occupe de, quand il y a une monnaie qui baisse trop, d'en racheter pour faire monter le cours. C'est comme ça qu'ils gèrent les taux. Ça aide à gérer les taux de devise pour les petits pays. Mais là, l'IMF a vu ça, qui ont donné des compensations qu'ils ne pouvaient pas se permettre, puis ils ont annulé le prêt de 100 millions. Là, ça a créé. Là, la monnaie a dévalué de 72% en une journée. Ça s'appelle le Black Friday. C'est arrivé en 1998, je pense, mais c'est un vendredi. Black Friday. Ouais, okay. C'est pas notre Black Friday ici à Noël. Avant Noël, c'est un jour noir littéralement pour le pays. La monnaie a perdu 72% de sa valeur en une journée. Puis après, il y a eu la saisie des terres parce que là, c'est un pays qui est d'origine qui est coloniale britannique. Puis c'est un gouvernement, c'était la Rhodésie avant, puis c'était des gouvernements blancs, en fait, littéralement. L'élite politique, c'était des blancs. Fait que le Mugabe, il a repris le contrôle du pays. Il a mis toute cette classe politique-là à la porte, je pense. C'est un coup d'État, hein, fait que dans le fond, oui. Et après ça, il voulait redistribuer les terres pour que ça soit plus juste, parce que c'était juste des fermiers blancs, à cause qu'ils avaient évidemment contrôlé le système. Ils en ont profité. C'est pas une bonne chose, mais
je veux dire, on comprend pourquoi c'est comme ça, mais c'est évidemment pas une bonne chose. Les autres, ils voulaient redistribuer ça de manière fair. OK, fine. Mais le problème, c'est pas vraiment. Le problème, c'est pas que si c'est juste ou pas juste, ou ben d'un, ça. Bon, on met fin à la propriété privée. Là. Ça, je sais qu'il y a bien des bitcoiners qui sont bien frileux avec ça, là, puis pour des bonnes raisons. Fait que de un, c'est ça. De un, c'était la propriété privée, donc il n'y a plus de respect pour la propriété privée de un. Mais de deux, c'est même pas ça le problème. Je ne juge même pas si c'est éthique ou pas. C'est même pas ça l'enjeu. C'est que les fermiers là, blancs, là, il y avait une expertise. Ils exportaient des fruits puis de la viande, tout ça, c'était un exportateur net. Ceux qui ont pris la place, là, ils n'avaient no fucking idea de comment ça marche une ferme. Fait que toute la production du pays c'est complètement mise à zéro. Qu'est-ce que ça fait? Tu n'as aucune devise étrangère qui rentre dans le pays. Fait qu'il n'y avait aucune demande pour la monnaie parce qu'il n'y avait rien à vendre, parce que toute leur industrie maraîchère et de viande. Excusez, agroalimentaire. Je dis maraîcher depuis tantôt, mais c'est agroalimentaire. L'industrie agroalimentaire est complètement morte. Il n'y avait aucune monnaie étrangère qui rentrait. Il y avait zéro demande pour la monnaie du Zimbabwe. Puis, puis la seule façon qu'il y avait de se financer, c'était d'imprimer de l'argent. Fait qu'il imprimait de l'argent jour et nuit dans les presses. Tellement que, genre, il y a des gens qui allaient sortir des billets, puis l'encre n'était même pas sec, puis ça leur collait ses doigts. C'était à ce point-là que c'était imprimé la veille, tu sais. Puis, ça a fini qu'à la fin, pour avoir des billets, des devises, au pire, l'hyperinflation, le gouvernement envoyait des runners avec des valises de billets. Puis, il fallait absolument qu'ils reviennent avec tant de billets de dollars US ou des pays autour, le Botswana, en tout cas, toutes sortes de pays d'Afrique qui entourent des rands d'Afrique du Sud. Je pense qu'il y avait des poulas du Botswana, le Mozambique aussi. En tout cas, je vais de mémoire, là, mais donc, tous les pays qui ceinturent, ils envoyaient des runners aller. Puis là, c'était genre, on s'en fout du taux de change. Donne autant d'argent que tu veux pour avoir la. Fait qu'est-ce que tu penses que ça fait, man? L'hyperinflation. Tu sais, le gars qui est échangé à tel taux, là, le lendemain, il ne veut plus ce taux-là, il veut 10 fois plus, tu sais, et à tous les jours. Fait que là, c'est exponentiel. Là, fait que c'est comme ça que ça a terminé. Ça s'est rendu jusque-là. Fait que là, tu me demandes ton comme t'écris mon intérêt, whatever. Pendant que je lis ça, là, j'ai lu 3 livres. Là, j'en ai, je ne sais pas si sont là les 3, mais j'ai lu 3 livres sur le sujet. Là. Quand tu es rendu au milieu du livre, puis que les gens ont de la misère à se nourrir ou faire réparer d'avoir de l'essence, de faire réparer les pannes électriques parce que les gens de la compagnie d'électricité n'ont pas d'argent parce qu'ils sont payés 2 mois plus tard quand l'argent vaut zéro. Ouais, ils ne sont pas capables d'acheter de l'essence. Puis là, il faut qu'ils aillent chercher à shop des techniciens à shop du power plant, puis qu'ils les amènent avec leur char, avec leurs échelles pour réparer la panne, puis il faut qu'ils les ramènent. Puis là, mais comment ça va finir? Puis là, tu comprends après. Les runners que je t'ai parlé, c'est des rumeurs. Là. Il n'y a pas de décret officiel qui prouve ça, mais c'était ça les rumeurs qu'il y a des gens qui étaient payés pour. Là, ça explique pourquoi ça devient exponentiel. Puis pourquoi ils impriment des billets. Parce qu'ils n'ont plus aucune autre source de financement. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est imprimer des billets. Dès que tu te mets à imprimer des billets. Donc, ça ne va pas arriver ici. Là. Justin Trudeau ne va pas se mettre à imprimer des billets et envoyer des runners aux États-Unis pour acheter ça ne va pas arriver. Mais nous, ce qu'on va vivre, c'est probablement de l'inflation exacerbée. L'inflation peut-être dans les 2 chiffres, des 10 d'inflation. Ce n'est pas du tout. Ben là, j'exagère peut-être, je ne suis pas un économiste. Là. La cible, c'est 2. On est à 3-4 en ce moment par année. C'est ça les derniers chiffres qui sortent. 3-4, ouais. Ça, c'est ce qu'ils calculent. La réalité, c'est quoi? Ils ne calculent pas les logements, ils ne calculent pas plein d'affaires là-dedans. Peut-être en réalité dans 2 chiffres, là, mais pour le besoin de la cause, c'est. C'est ça. Eux autres, ils disent 4, mettons, mais dans la réalité, si on regarde vraiment le coût de la vie, on est peut-être même dans 10 %. C'est catastrophique, à mon avis, mais ça n'a rien à voir avec l'hyperinflation. Puis ce qui nous protège, dans ce que je viens de raconter, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Zimbabwe, il y avait zéro demande pour la monnaie parce qu'il n'y avait plus de production, rien, il n'y avait rien qui était exporté. Tout est importé d'ailleurs, parce qu'ils ne produisaient plus rien. Donc, ça fait une pression dans le sens inverse. Nous, il y a une demande pour le dollar canadien parce qu'on exporte. Et ils ne vont pas imprimer à l'infini parce qu'il y a des check and balance. Je pense qu'on appelle l'expression aux États-Unis, ils utilisent beaucoup ça. Il y a quelqu'un qui check quand même, mais ça ne l'empêche pas. Tu sais, 10 d'inflation, là,
sur 5 ans, là. Tu es capable de compter combien ça fait? Ouais, c'est énorme. Je veux dire, Fuck. l'hyperinflation en passant, c'est 50 par C'est mois. ça, j'allais te demander. Ouais. 50% par mois. Ouais. Ça veut dire que le premier mois, tu t'achètes de denrée qui est 50% plus cher. Puis Je le vais mois te le, d'après, c'est 50% plus cher que ce 50%-là. je vais te le mettre d'un Minimum. exemple extrêmement simple. Ah oui, donc. Il est arrivé un problème au Zimbabwe qui a fait que c'est devenu parabolique. C'est que les gens ont arrêté de pouvoir, les compagnies ont arrêté de pouvoir payer après 30 jours. Tu sais, dans n'importe quelle industrie, tu commandes, tu es livré, tu payes après 30 jours. Payer après 30 jours, c'est souvent la norme. À un moment donné, les compagnies ont arrêté de faire ça parce qu'après 30 jours, là, ça ne valait plus rien. Fait que, puis là, les commerçants, mettons, c'est un exemple de chaussures. OK, bon. Là, le commerçant qui veut acheter des chaussures, là, l'autre, il dit ouais, mais tu ne peux pas me payer dans 30 jours, il faudrait que tu me payes tout de suite. Ouais, mais je n'ai pas l'argent, là. OK, bon. Ce qu'on va faire, c'est que tu peux me payer dans 30 jours, mais je vais te charger le prix de dans 30 jours. Fait que là, si tu achètes des souliers mettons, qui valent 1000 pièces en argent d'hyperinflation, qui te payent 1000 pièces, tu veux les revendre 2000 pièces. Mais là, tu calcules que dans un mois, si tu là, on ne parle pas de 50 d'hyperinflation, on parle genre potentiellement 10 par jour, 50 par jour, c'est arrivé. Là. Donc, tu as au pire l'hyperinflation. Fait que là, il calcule que dans un mois, l'inflation va avoir embarqué, puis ce qui vaut 1000 pièces aujourd'hui, ça va être 30 000 pièces. Fait que là, il dit, ben, je vais te vendre, tu vas pouvoir me payer dans un mois, mais je vais te charger 30 000 pièces. Fait que là, le soulier de 1000 pièces qui était supposé de vendre 2000 aujourd'hui, il va le payer 30 000, puis il va le vendre 50 000 aujourd'hui. Fait que l'hyperinflation de dans 30 jours est intégrée dans le prix d'aujourd'hui. Puis là, la prochaine commande, le mois prochain, c'est la même affaire. Là, tu vas prendre le prix d'aujourd'hui, tu vas intégrer l'hyperinflation dans 30 jours, puis là, ça va être ça le prix. Là, fait, écoute, c'est exponentiel. Tu inclines dans le prix, toujours fait que ça fait aucun sens. Ça me fait capoter comment que. Tu sais, je ris un peu parce que tu me donnes les exemples, puis c'est pas drôle en fait. C'est vraiment terrible, puis c'est catastrophique. Tragique, mais c'est fou comment on peut pas s'imaginer. Ça se passe dans le monde actuel, à certains endroits. Là. Tu sais, on n'est pas à l'abri de ça tant que ça. Voyons, c'est où il y a eu l'explosion. Excuse-moi. Là, en ce moment, les gens vivent ça au pays du Middle East, le Liban. Bon, le Liban, là. Ah oui, j'en parle un peu dans mon livre. J'ai une professeure qui exprime qui parlait à la radio. Par hasard, je roulais en voiture, puis je méditais là-dessus, puis il y a une madame qui donnait à la radio son chèque de, je sais pas moi, de 2000 €. Maintenant, elle valait 400 pièces. Elle gagnait 2000 € par mois, puis là, ça vaut 400 pièces. Ben, 400 €, pardon, comme pas en nominal, mais en valeur de pouvoir d'achat. Mais bon, excuse-moi, tu disais ça se passe aujourd'hui, tu étais sur une lancée. On voit ça que ça se passe aujourd'hui. T'allais non, ben, je voulais juste c'était juste pour dire à quel point c'est quelque chose on n'est pas à l'abri de ça, de ces malheurs-là, puis on connaît certainement du monde qui en ont déjà vécu là, des périodes de même, puis qui ont peut-être émigré à d'autres pays comme le Canada. Tout à fait. Mon voisin l'a vécu. De ça parce que c'est des politiques, des interventions du gouvernement qui mènent à ça. Tout à fait. Mon voisin, il a vécu en Moldavie. Mon voisin est moldave. Mon voisin m'a raconté ça, qu'il a vécu ça quand il était jeune, puis ses connaissances, il avait acheté le village. Inflation poignée, il y avait quelqu'un qui avait de l'argent, il a acheté toutes les maisons dans le village. Lui, il s'est protégé. La personne qui a fait ça s'est protégée contre l'inflation en achetant des assets. Ça a fait monter les prix. Après, quand ça s'est stabilisé, le gars, il possédait le village. C'est fou de passer à ça. Fait que pas besoin d'aller loin. Comme j'ai dit, il y a peu de chances qu'à court moyen terme, ça arrive en Occident. Parce qu'il y a du check and balance, mais on n'est pas à l'abri de l'inflation. Nous, on décrit l'hyperinflation qui est un exemple extrême, mais l'inflation, c'est une version douce de tout ça, mais ce n'est pas une raison pour l'accepter. Je veux dire, il n'y a pas de raison pas de raison que l'argent que tu gagnes aujourd'hui, l'effort que tu fais aujourd'hui, soit dévalué de 10 comment tu as été payé, que ça va être 10 de moins l'année prochaine. Ça a la même valeur, le travail que tu as fait. C'est dilué par une décision gouvernementale de dire pour une raison X, il faut augmenter le volume de monnaie pour sauver l'économie.
Après ça, les économistes vont dire que c'est essentiel, puis c'est ça qui gère les cycles économiques. Moi, j'ai des opinions différentes à ça. On ne va pas nécessairement embarquer là-dedans, mais moi, j'ai l'impression, avec mes connaissances, que c'est ça qui cause l'amplitude des cycles économiques. Les cycles économiques, c'est normal. Mais quand ils essaient de le contrôler, je trouve qu'ils empirent, ils mettent de l'huile sur le feu, puis ça cause des plus grands problèmes que si les cycles économiques naturels vivaient. C'est normal qu'il y ait des entreprises qui fassent faillite, c'est parce qu'ils ne sont pas rentables. Fait qu'ils ferment, les gens et les ressources ne disparaissent pas, man. Il y a juste quelqu'un qui réengage les gens et qui offre le même service, mais d'une façon rentable, c'est tout. Là, ce que ça fait quand on sauve ad vitam aeternam les entreprises, c'est qu'on encourage les entreprises qui ne sont pas rentables, qui ne sont pas performantes. C'est ça que ça fait. On Quand on donne des sauve médailles à les tout le économies. monde. Comment? On donne des médailles à tout le monde. Exactement. Exactement. Si on laissait les cycles économiques vivre, là, nous, on est deux gens, deux personnes qui ont lu là-dessus, puis qu'on n'est pas des économistes. Sûrement que les économistes nous sortiraient plein de raisons que nous, on ne comprend pas, incompréhensibles. C'est peut-être en passant voulu pour nous dire qu'on a tort et que ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais je veux dire, dans les faits, les économiques sont normales, ça a toujours existé. Il y a des entreprises qui font faillite. Ça va peut-être mettre du monde dans la main pendant 2-3 mois qui se replace ailleurs. Il y a du chômage qui existe exprès pour ça. Puis après ça, il y a quelqu'un qui a une bonne idée, il les engage. Puis quand on imprime l'argent, ça ne fait pas plus de ressources, là, Kevin. Ça appauvrit le monde. Voilà, simplement. Carrément. Mais comme tu disais tantôt, là, tu disais, comme le Zimbabwe, ton exemple, tu disais le seul outil qu'ils ont, c'est d'imprimer. Ouais. Mais c'est pas vrai dans le sens que l'autre outil qu'ils ont, c'est de faire défaut, là, c'est d'être bankrupt. C'est d'avoir de mener à une récession, il faut qu'on revalue le pire, notre c'est argent. que moi, je comprends exactement ce que tu veux dire. Ça, c'est la. En fait, ouais. En fait, c'est que dans les économies occidentales, quand on imprime de l'argent, c'est pas tant pour sauver le pays que pour bail out à date. C'est plus ça. Okay? Parce que puis c'est vrai, tu as raison que les pays ils impriment de l'argent pour payer leur dette là, aussi. Là. Ça, tu as raison. C'est ça qui les empêche de faire défaut parfois. Je pense que c'est ça l'enjeu aux États-Unis en ce moment même. Ouais, ils veulent augmenter le plafond. Tu as absolument raison. Mais souvent, c'est plus du bail-out là, pour sauver des entreprises que ça, à mon avis, c'est n'importe quoi parce qu'on devrait les laisser mourir parce qu'ils sont inefficaces. Les gens vont juste. Le besoin de l'entreprise, il ne disparaîtra pas. Il y a juste quelqu'un d'autre qui va le faire. C'est ça qui est juste. Meilleur exemple, c'est des compagnies aériennes. On n'arrête pas de sauver les compagnies aériennes. Même si une compagnie aérienne fait faillite, là, les gens vont perdre leur job. Les gens veulent encore voyager. Il y a juste une autre compagnie qui va les engager, acheter des avions, sans faire la même affaire. Pourquoi on sauve les compagnies aériennes? Ça ne me rentre pas dans la tête. Il y a un service, une demande, il y a quelqu'un qui va prendre le relais, il n'y a personne qui va perdre sa job, man. S'il y a des gens qui vont perdre le job, c'est parce qu'ils n'étaient pas efficaces ou bon, il me semble que ça ne fait aucun sens. Mais pour revenir à ce que tu disais, le pays devrait faire défaut, c'est que au Zimbabwe, il n'y avait même pas besoin de faire défaut. Il n'y avait pas un problème de dette. C'est que dans le pays, il n'y avait pas assez de billets pour acheter un pain. Il fallait qu'il imprime des chèques de voyage, comme on ne le montrera pas, là, mais quand on a parlé avec ton beau-père plus tôt, dans ma collection qui est juste ici, il y a des chèques de voyage au Zimbabwe. C'est parce qu'il y avait tellement. Si un pain, ça coûte 10 000 puis ton plus gros billet, c'est 100 tu vas manquer de monnaie physique. Puis c'est pas un pays où il y a des cartes de crédit puis des cartes de richesse, des pays avec cash. Donc, il faut que les gens aient du papier pour faire l'échange. C'est l'instrument monétaire du billet qui devient rare. C'est même pas une question. C'est un pour financer le gouvernement, mais de deux pour offrir aux gens la capacité de pouvoir acheter du pain. Puis ils mettaient des limites de genre 5 millions, 10 millions, 2 milliards, 5 milliards, ça montait tout le temps à cause de l'inflation. Mais à chaque fois, le montant que ça pouvait acheter, ça ne dépassait pas genre 2 pains. Fait que l'argent que tu vas à la banque puis sortir de ton chèque de paie tu déposé dans ton compte. Puis à tous les jours, il fallait que tu ailles à la banque. Puis la seule quantité d'argent que tu pouvais sortir, ça avait la capacité d'acheter un pain ou 2 pains. T'as-tu pensé comment c'est brisé? Puis comment tu fais pour vivre de cette façon-là? C'est pour ça que je prends le temps de le décrire. C'est que la solution, c'est même pas genre de dire fuck off, on fait défaut. La seule solution, c'est de dire fuck off, on se dollarise. C'est ça. C'est juste ça. En fait, bon, au lieu de dire on fait défaut,
Je pense même pas qu'il y a de défaut à faire. Genre. Ben oui, en fait, il n'y a même pas de défaut à faire parce que toutes les, tout ce que tu dois en liable, comme les pensions, de toute façon, ça va déjà zéro. Ouais. Le gars qui avait une pension, je ne sais pas moi, de 2000 $ Zimbabwe par mois, exemple. Quand ça coûte 1 trillion de dollars avoir un pain, là, Ta pension, c'est zéro. c'est des fractions de peanuts. Fait que, Incroyable. déjà, avec l'hyperinflation, tu es déjà en défaut, d'un. Fait que la seule solution, c'est soit de redénominer, sortir une autre monnaie en Hongrie, en Hongrie. C'est ça qu'ils ont fait, ils ont sorti le florin, comme ça, puis ils ont réparé le problème. Ouais, Magique. tu repars. Mais Ouais. le monde, ils sont pas plus enrichis de ça. C'est-à-dire que sur le coup, ça les aide pas. Là. C'est juste c'est un reset. Ils reset le moyen d'échange. C'est Puis ça. là, ils promettent qu'ils ne vont pas Reset le fiat. imprimer. Ça demeure fiable. C'est juste qu'ils n'impriment plus l'argent. Fait que c'est une bonne. C'est weird parce que tu te dis, ouais, mais là, ils ont encore confiance c'est juste que là, ils vivent avec les Ouais. conséquences de ne pas pouvoir imprimer de l'argent. C'est ça qui Ben, à se un moment gagne. donné, c'est ça qu'il faut que tu fasses, Exactement. je figure. Là. C'est tout à fait ça. Surtout si tu n'adoptes pas une monnaie plus dure. Puis maintenant, ben, ce que les pays font, c'est qu'ils se dollarisent. Ouais. Comme le Salvador. C'est ça. Il était dollarisé. Ben, il est encore dollarisé, mais là, il y a le. Mais c'est ça. Ces pays-là, c'est ce qu'ils font. Dans le fond, tout ce que tu fais, c'est que tu choisis une monnaie qui est plus dure que ta. C'est tout. En fait, c'est relativement simple à faire, mais Parce que faut ça que tu fait mal, acceptes. puis politiquement parlant, c'est pas populaire parce Non. que tu Non, en sors fait, pas ton peuple de la merde tout de suite. Tu fais juste adopter une politique c'est pour qui ça. fait chier tout le monde. C'est pour ça qu'il y a une limite à un moment donné à À l'hyperinflation. court C'est pour terme. ça que ça finit toujours par finir. Parce qu'il y a toujours un autre moyen de dollariser. Puis comme tu dis, c'est pas populaire parce que là, ben, en fait, ce que tu fais, c'est que tu resets littéralement toute Ouais. il n'y a plus personne qui a de richesse. Là. Les entreprises qui avaient le plus d'argent, là, ben là, leur compte est. Ils sont pas bailed out. Non, C'est zéro. ça. Tout le monde est zéro. Voilà. Euh, c'est ça. Puis une autre période d'hyperinflation là, qui est particulièrement populaire, puis surtout auprès de la communauté Bitcoin. Là, plusieurs auteurs en parlent, incluant toi, là, dans ton livre, tu as un mot là-dessus, quelques paragraphes, du moins une page, voir. C'est la République de Weimar. Là, Ouais. c'est dans les années entre la Première et la Deuxième Guerre, Ouais. là, tu vas pouvoir me le dire. Là, Ouais. puis en même temps, j'aimerais ça que tu détailles un peu les faits saillants là, de Ouais. cette époque-là, puis pourquoi que c'est. C'est la période d'hyperinflation que j'ai le moins étudiée, mais c'est celle qui a eu le plus d'anecdotes puis de faits là, disponibles là, qu'on entend souvent. Fait que je peux vous faire les faits saillants quand même. J'ai le livre là, When Money Die. Que je planifie lire. Mais bon, on a tous une limite de temps. Hein. Comme j'avais déjà lu comme 4 livres sur l'hyperinflation, mais je vais le lire parce que ça doit être super intéressant pour poursuivre ma recherche sur l'hyperinflation. Mais ce qui est fascinant avec la République de Weimar, c'est l'effet que ça a eu sur le monde après. Écoute, c'est pas juste un pays c'est pas juste de la misère humaine. Comme en passant au Zimbabwe, c'est intéressant. J'apprécie que tu aies dit tantôt, on en rit, là, mais c'est un drame, il faut le souligner. Là. C'est loufoque, là. On ne peut pas y croire, puis on en rigole un peu, mais c'est incroyable ce que ça peut causer comme misère. Là. Fait que moi, c'est toujours, j'ai juste un mixed feeling. C'est que c'est extrêmement fascinant, mais c'est extrêmement déchirant, puis ça fait mal tellement que tu sens la détresse des gens qui vivent ça. Là. C'est vraiment déchirant de lire ça. Et c'est pire pour la République de Weimar parce que ce n'est pas résumé à juste un pays comme le Zimbabwe, exemple, que la misère se vit dans les limites du pays, c'est que ça a changé le monde. C'est après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a dû payer des réparations, puis l'entente qui a été signée était ridicule un peu. C'était comme impossible que l'Allemagne puisse repayer ce qui a été demandé. Fait qu'ils ont fait une coupe de paiement, puis ils ont fait défaut après. Puis ça, ben, ça a complètement fait chuter la valeur de leur monnaie. Puis ça a créé cette période d'hyperinflation-là. Des faits saillants, c'est dans ce que j'ai lu dans les anecdotes, il y avait dans les restaurants, on annonçait le menu à toutes les 30 minutes parce que les prix changeaient. Il y a un gars, un moment donné, qui s'est fait servir deux
café. Il a commandé 2 cafés à 5 piastres, mettons. Là, je dis des chiffres que c'était probablement 10 millions, là, mais on va le garder simple. Là. Il a commandé 2 cafés à 5 piastres. Fait que c'est pas... Mais à la fin que fini de boire son deuxième café, il a reçu une facture de 14 piastres. Il dit, mais là, j'ai commandé juste 2 cafés à 5 piastres. Ouais, mais c'est parce que le deuxième café, quand je t'ai donné le deuxième café, il ne valait plus 5 piastres, il valait 9 piastres. Bon, ça, c'est une anecdote. L'autre anecdote, c'est l'exemple de la brouette. Il y a quelqu'un qui. Parce qu'à un moment donné, il y a des images après des moments, les gens ont des quantités phénoménales de billets de banque, mettons des briques comme ça, mais des chariots. Puis il y a quelqu'un qui s'en va payer, je ne sais pas moi, il s'en va à un magasin avec son chariot d'argent pour aller payer. Puis là, il rentre pour aller faire une commission ou aller parler à quelqu'un, il ressort, puis là, la brouette n'est plus là, mais la personne a laissé l'argent. Il s'est fait voler sa brouette, mais pas son argent. Parce que la brouette valait beaucoup plus cher que l'argent qui était dedans. Puis l'autre aussi anecdote intéressante, c'est que les gens brûlaient la monnaie parce que ça coûtait moins cher que d'acheter du bois. Au lieu d'acheter du bois avec la monnaie, ils brûlaient la monnaie, ils chauffaient avec la monnaie parce que ça revenait moins cher. Donc, pourquoi ça a été une catastrophe au niveau de l'humanitaire et au niveau de la planète entière? C'est que c'est ça qui a mené au mouvement politique des nazis, puis qui a littéralement mené, c'est une des frustrations qui a mené Hitler au pouvoir là-bas, puis qui a engendré la Deuxième Guerre mondiale. À cause qu'on a demandé des réparations potentiellement irréalistes, exactement, on a créé un effondrement du pays, l'économie du pays, de la monnaie, et les gens se sont ramassés dans la misère et ont souffert de ça. Et ils se sont révoltés, on dit, hey, ça n'a aucun sens. Il y avait raison d'un côté. Ça a amené un mouvement populiste, ça a amené au caractère en anglais, au personnage qu'on connaît tous, qui a causé la Deuxième Guerre mondiale, puis qui a causé toute cette souffrance-là. C'est comme. Bon, je ne suis pas un expert, je ne suis pas un expert en histoire, tout ça, là, puis je ne sais pas si c'est la seule cause, là, mais je veux dire. On peut penser que l'hyperinflation est une des raisons qui a causé la Deuxième Guerre mondiale. Si l'Allemagne avait pu avoir des conditions plus gagnantes pour se refaire après la Première Guerre mondiale, peut-être qu'il n'y aurait pas eu ce mouvement de frustration-là, puis peut-être qu'il n'aurait pas mis ce gars-là au pouvoir, puis peut-être que ça ne serait jamais arrivé. Sûrement des gens plus compétents que moi pour parler de ça, puis pour penser est-ce que ça fait du sens ou pas. Mais moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu l'hyperinflation. Ça mis les gens dans la misère, il y a un mouvement politique populiste qui s'est levé, les gens ont voté pour lui, puis ça a donné une guerre. C'est ça qui est arrivé. Est-ce que ça aurait été différent s'il n'y avait pas eu d'hyperinflation? J'en ai aucune idée, mais c'est pour ça que c'est encore plus incroyable de penser à cette période d'hyperinflation-là, parce que ça a eu des effets qu'on ne peut même pas imaginer sur la planète entière. Ça n'a pas été réservé à un seul pays. Ça a même causé, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ça a causé l'hyperinflation en Grèce, en Hongrie. C'est des pays, la Grèce est occupée, puis à la fin de la guerre, puis la Hongrie était du côté perdant, puis il y avait tout le pays était détruit, aucune capacité de production, donc aucune demande pour leur monnaie, hyperinflation à côté. Mon plus gros billet, dans ma collection, j'ai un billet, je n'ai pas encore, mais il s'en vient avec 19 zéros. Donc, c'est 10 millions de millions de millions. Donc, 10 millions il faut le dire comme faux, billions. Donc, 1 avec 19 zéros. Ça a culminé avec 1 avec 20 zéros. Il y a un billet avec un zéro de plus. Donc, il y avait un billet qui valait 100 millions de millions de millions. C'est ça que ça a. Tu voudrais mettre ça tu pourrais remplir plusieurs entrepôts avec ça là, facilement, puis ça vaudrait encore. Oui, en fait, ce que tu sais pas, c'est que tu parles avec un trillia-billionnaire. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Hein? Je suis venu en limousine, en fait, je suis venu en jet privé. Ouais, on a le strip ici en arrière. On a choisi de bloquer ici la vision, mais effectivement, là, David est arrivé, son hélicoptère était au garage. Il a pris son jet privé. Ce qui est fascinant là-dedans, c'est que la plupart des billets dans ma collection, j'ai payé, c'est des billets là, flambant neufs là, qui ont 80 ans, puis je paye ça 2 piastres, 3 piastres. Oui, il y a du monde qui dirait
qui te dirait peut-être pourquoi je paierais 2$ pour un billet qui vaut fuck all. C'est vrai. Oui, Oui, c'est une des premières choses que j'ai pensé, mais je vois de ton côté, puis même de mon côté aussi, là, parce que j'aimerais ça, je trouve sa collection super cool. Là, j'aimerais ça en avoir une aussi. Puis tu te dis à quel point je serais game de payer pour avoir une collection de monnaie qui vaut à peu près rien, si on veut. Là. Ouais, Fait que puis ça, c'est un angle en plus, drôle. quand tu payes une pièce ou 2$, c'est quasiment même pas pour le billet, là, c'est parce que le gars, il va pas. Il n'y a personne qui va se Ben, forcer pour te vendre un billet en bas de 3$. Là, ouais, ça ne vaut même pas le temps humain de le mettre dans l'enveloppe. ouais, En fait, c'est quasiment ça que tu payes. Puis le point aussi, c'est que ça, là, ben, c'est ça que j'ai fait quand j'étais allé à Surfing Bitcoin à Biarritz. Et c'est ça que j'ai fait pendant 2 jours. J'ai une collection portable ici là, que j'ai mis dans un super case en chèque récemment. Là. Un case de chèque. Donc, j'ai peut-être une vingtaine de billets là-dedans, qui est un peu une réplique de ma collection. La fois, j'ai acheté certains billets en double pour pouvoir les avoir dans mes mains, pour les montrer aux ouais. gens, au lieu que ce soit dans ma Ça te fait un collection. sample ou des samples. Exactement. Puis j'avais ça à Biarritz, puis c'est ça que j'ai parlé pendant 2 jours. À chaque personne que je voyais, je donnais un des billets comme ça, d'une brique comme ça, comme signet pour mon livre. Puis les gens, c'est comme, il vient-tu me donner 2 € ou 2$? Parce que c'est un billet de 2, puis c'est fait exprès. Je n'ai pas pris des billets trop hauts parce que si je te donne un billet de 10 000, tu vas comprendre que ça ne vaut rien. T'sais. Mais si je te donne un billet de 2, là, tu te dis, hey, vas-tu donner 2$? Littéralement. Ouais, Fait c'est que vrai. là, les gens, ah ouais, c'est quoi? Puis là, de la façon, là, je montrais les autres billets, puis là, les gens capotaient. Ah ouais, checkais le nombre de zéros, puis ça, c'est 1 million, 2 millions, 2 millions. Les gens, tu sais, ils capotaient littéralement. Excusez. Mon iRobot, il braille. Fait que c'est ça. Fait que c'est ce que je veux dire. Le point de la collection, c'est pas juste. Moi, je ne suis pas tellement un collectionneur de monnaie. Là. J'avais une fascination quand j'étais jeune pour la monnaie, là, mais je n'ai jamais été vraiment un collectionneur. Mais là, la collection, c'est pour garder une vision, un fait physique avec comme de cette époque ou ces périodes qui font aucun sens. C'est la preuve comme physique que tu peux Ouais. tenir dans tes mains que ça fait. C'est pas juste dans la tête ou une idée, machin, tu l'as dans les mains. Là, Symbolique c'est symbolique. Il y a 19 zéros sur le physique. billet. Ben, en fait, les billets de Hongrie, ils n'ont pas de zéro dessus, là, mais c'est écrit 100 millions de billions. Fait que là, tu es comme OK, wow. Bon, fait que c'est ça que ça fait. Puis ça, là, tu sais, qu'on parlait tantôt de prendre les gens par le bon angle. Ouais. Pour ben ça, il y a certaines personnes qui réagissent à ça. C'est Ouais. comme What? Qui ne comprennent pas. Si je devais parler, il y avait des billets de 10 trillions. Ah, OK. Là, je donne le billet de 10 trillions. Pouf, la face, Ouais, là, c'est ça. littéralement. Je te dis. J'ai fait ça pendant 2 jours, moi, je capotais. J'ai juste parlé d'hyperinflation dans une conférence de Bitcoin. Les gens ils capotaient bien raide. Fait que j'ai ça, je les introduisais avec un billet de banque super beau, là, qui, ben, tu l'as là, tu peux Ouais, peut-être le ouais, montrer. certain. Ben, C'est le signet. c'est pas lui, en fait, c'est le vert, mais c'est un exemple, c'est Ça, c'est un Bolivar. Ouais. Bolivar. Lui, c'est de 2013, mais je donnais des 2018. Il est plus beau, lui, d'ailleurs. Mais c'est ça, je donnais un billet comme ça à chaque personne que j'ai rencontrée. J'en ai distribué 150, puis disons que ça fait un bon icebreaker. Hein, Ouais, définitif. tu C'est vraiment une arrives à bonne idée. quelqu'un et tu dis, je te donne un billet de banque. Et comme, wow! C'est ça. Après ça, je pense qu'il y a des gens à qui j'ai parlé, genre 45 minutes d'hyperinflation, là, qui capotaient. Là. Fait que c'est ça. C'est ça l'idée de la collection, Ben, c'est de mettre ça dans l'univers réel, rendre ça tangible pour les ouais, gens. exact. Ça parle pas beaucoup de monde. Puis c'est aussi une des raisons pourquoi que Bitcoin n'arrive pas à rejoindre du monde. Là. Ouais, C'est que dans le tangible, c'est dur. ouais. C'est bien difficile à imaginer. Mais avant qu'on poursuive, David, parce qu'on parlait d'hyperinflation, puis je voulais juste. Ça m'a rappelé, tu sais, parce qu'on a parlé de comment c'est tragique, tout ça. Puis, mais il y a aussi un beau côté à tout ça, puis un côté plutôt qui fonctionne. Peut-être que tu as déjà entendu parler de ça. Là. C'est un certain, même si en Allemagne, post-Deuxième Guerre, il y avait des gens qui étaient euh, appointés à certains rôles économiques dans certains pays après la guerre par genre les Alliés. Puis il y en avait un qui c'était Ludwig Erhard, je pense. Peut-être je massacre son nom. Là. En tout cas, bref, lui s'occupait, c'était comme le ministre des Finances. Puis lui, il avait qu'est-ce qu'il avait fait finalement, c'est il avait rendu le marché libre. Il avait arrêté toutes les interventions gouvernementales auprès des prix des marchands, puis ils avaient laissé juste, puis contre la tendance des Alliés, là, qu'est-ce qu'ils imposaient, puis il avait juste dit, on laisse le monde établir leur propre prix
Puis ça a rendu les Allemands, après la Deuxième Guerre, une des nations, à l'opposé de ce qui leur est arrivé Wow. après la Première Guerre, une des nations les Ils, plus prospères, parce qu'ils ont pu eux-mêmes, du jour au lendemain, ils prospérer ont puis brisé le établir système leur et ont mis marché. le bon remède. Ouais. Ça te fait-tu penser à quelque chose qui pourrait arriver, ça, en ce moment? Briser le système, mettre le bon remède? Écoutez, là, C'est comme ça. moi, c'est une des affaires qui me marquait avec Bitcoin. Là, puis je pense que ça va être la même chose avec d'autres. C'est à quel point que, on a, contrairement à avant, peut-être que bien du monde connaissait le problème et était bien au jus de ça, mais aujourd'hui, on a une solution qui est bien dure à argumenter contre. Ben, Kevin, il y en a plein qui disent que le système brise puis on va pouvoir le réparer après. Là. Ouais. Il y en a qui veulent que ça se rende jusqu'à l'hyperinflation, mettons, potentiellement, puis dire, puis ça embarque aussi peut-être là-dedans dans les attaques. Je pense que tu connais ça un peu plus que moi, là, mais la fameuse attaque spéculative là, qu'on pourrait faire avec faire des emprunts à côté. Je ne parle pas personnellement, là, nécessairement, mais des entreprises comme MicroStratégie pourraient Ouais, emprunter à 0% pour acheter du Bitcoin. ouais, Puis s'il y en a assez de monde qui font ça, puis ça, c'est une attaque spéculative sur le dollar ouais, américain ou le dollar parce que tu t'accapares toute la valeur qui est créée comme ça par l'impression monétaire ou, dans le fond, les réserves bancaires fractionnaires, puis tu places tout ça dans le Bitcoin. Et quand il n'y aura pas juste MicroStratégie qui va faire ça, là, emprunter des milliards puis mettre ça dans le Bitcoin, ça va peut-être avoir un effet inflationniste. Ça se ouais, pourrait. ouais, Même hyper inflationniste. Fait que, ce que je disais tantôt, il y a une demande, le dollar US, peut-être que ce genre d'affaires-là, ça pourrait arriver. Il y a du monde qui pourrait peut-être être tenté à dire on veut que ça casse, on va faire une attaque ouais. contre. Parce que là, on parle toujours d'attaque contre Bitcoin, mais ça se peut des gens qui décident d'attaquer le dollar US, puis Ben, tu sais, si c'est rentable en plus, si Bitcoin fait juste continuer à monter de valeur à chaque fois que tu fais ça, il est où le risque? Pourquoi les gens arrêteraient de faire ça? Vas-y. Ben oui. Non, ben c'est parce que tantôt tu disais il y a de la demande pour le dollar et tout ça, puis les États-Unis ils s'arrangent pour qu'il y ait la demande pour aussi. Là. Ben, c'est simple, ça s'appelle le pétrodollar. C'est Exact. les contrats de pétrole sont négociés en dollars. Il y a toujours de la demande pour le dollar US parce que les gens ne peuvent pas négocier la commodité la plus utile dans le monde en autre chose que du Voilà. dollar US. Fait que c'est pour ça qu'il y a de la demande de dollar US. C'est pour ça que les Américains peuvent faire des déficits complètement incroyables et que ça dévalue pas trop leur monnaie. C'est parce qu'il y a toujours de la demande pour la monnaie. Ça revient à ce que je disais tantôt. On est protégé contre l'hyperinflation à cause de la demande pour les monnaies en Occident. Mais je pourrais peut-être contre-argumenter ton point, Vas-y. puis tu as peut-être déjà vu ça de cet angle-là, en disant que le Zimbabwe aussi avait de la demande parce qu'il était des exportateurs nets, comme tu décrivais. Ouais. Mais en instaurant des politiques, puis en intervenant, ils se sont coupés l'herbe Oui. sous le pied. Fait que, tu sais, On est 100% est-ce que d'accord. les États-Unis sont Oui. capables d'enlever la demande de leurs Ben billets oui. puis créer Si tu l'hyperinflation? enlèves, s'il y a des pays, la macro géopolitique, là, comment on dit ça, la macro, en tout cas, la géopolitique change, là, puis qu'on en vient à ce que les pays disent fuck off les États-Unis, puis le pétrole se négocie en yuan ou en rouble ou en euros, là, ça va faire mal aux États-Unis. Fait que oui, tout à fait. Quand je dis ça n'arrivera pas à court moyen terme, mon idée, c'est que c'est pas tout pendant qu'il y a de la demande pour le dollar US, Ouais, OK. mais cet état Ouais. de fait peut changer. Puis là, ça pourrait causer peut-être pas de l'hyperinflation, mais à tout le moins, les États-Unis pourraient avoir l'inflation qu'ils méritent avec leur impression monétaire. Ouais. Idéalement. Oui, on pense et on dit la même chose. Ouais. C'est que c'est ça, les États-Unis ont une genre d'épée de Damoclès sur la tête, dans le sens que leur système fonctionne juste parce qu'ils ont une hégémonie. C'est un hégémon. Ils contrôlent le monde, entre guillemets, avec la menace de leur armée puis les pétrodollars. Mais si ça change, rien n'est impossible. Tu ajoutes ça à une attaque spéculative sur le dollar US, comme on vient de parler. On a une méchante belle recette. Sais-tu quoi? Moi, là, moi, si je pouvais, là, si je pouvais faire pause dans ma vie, j'irais étudier genre la macroéconomie pendant genre 4 ans là, à l'université pour tout comprendre ce qu'on vient de dire, tout regarder les mouvements géopolitiques, juste pour avoir, comme pour te parler à toi et à tes auditeurs,
puis de dire oh, ouais, je le sais, je l'ai étudié, c'est de même. Là, on parle parce qu'on connaît quelques trucs, puis on théorise un peu, puis je ne sais pas à quel point on a de l'autorité, ben, on a une crédibilité de dire ça. Mais moi, j'aimerais ça, aller tout étudier ça, comprendre tous ces mouvements-là, puis me faire une tête, puis dire moi, là, je pense que c'est ça qui va arriver, puis d'avoir une crédibilité, c'est un balance, un peu comme j'ai fait avec Bitcoin, de dire je me suis fait challenger, j'ai perdu, j'ai étudié Bitcoin pendant 2 ans, tu sais. Ouais, c'est tout en ton honneur, là, en passant. Là. Sérieux, Comment? c'est tout en ton honneur. Là. Oui, oui, merci. Mais c'est ça, c'est c'est que si je pouvais faire ça, parce qu'il n'y a pas de cours qu'ils ont à l'université en Bitcoin, fait que je l'ai fait moi-même, puis c'était simple parce qu'il y a juste tant de livres, tu as juste à toutes les lire. Mais là, la macroéconomie, je ne savais pas par où commencer. Puis, je préférais peut-être aller à l'université pour apprendre ça, mais c'est définitivement quelque chose que je ferais juste pour que qu'est-ce qu'on vient de dire, genre que les gens disent ouais, il doit le savoir, c'est un macroéconomiste. Ouais, c'est ça. Fait qu'en attendant, ben, peut-être que ça fait du sens ce qu'on dit, ou peut-être pas. S'il y a un macroéconomiste qui nous écoute et qui trouve qu'on dit de la merde, ben, vous écrirez à Kevin. S'il vous plaît, ouais, contactez-moi au plus vite. OK. OK, David, on va arrêter ça là-dessus. On a beaucoup de matériel. Je sais pas, hein? Écoute, on n'avait pas couvert la moitié de ce qu'on voulait couvrir. Non. En fait, c'était sûr. Je voulais pas me le mettre dans la tête, là, mais je savais qu'on allait. Mais je trouve que l'ordre de tes questions se prête comme a couvert l'essentiel, je pense, d'une première rencontre entre nous deux. Là. On a couvert les sujets qui sont peut-être les plus évidents, les plus proches de nous dans cet épisode-là. Fait que je pense que ça fait parfaitement. C'est un épisode complet en tant que tel. Je pense que les gens qui ont écouté vont être d'accord avec nous autres. Il y a assez de stock. On a couvert, je pense que ce qui était le plus, c'est ça, l'essentiel, ce que toi et moi ensemble, on peut donner comme contenu qui nous intéresse le plus, toutes les deux. Puis, par contre, tout le reste de ce que tu as préparé, hein, ça pourra faire partie Complémentaire, advanced, court et avancé. d'une prochaine rencontre, exactement. Ben oui, on va prévoir ça certainement. Là. Pour aujourd'hui, c'est bon. Quoi dire de plus? Ouais, on va garder cela, David. Merci beaucoup. Merci à toi. Vraiment, Super. gros travail de recherche. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Kevin a fait un excellent travail de recherche. Vous en avez vu juste en passant à peu près le tiers hein, Ouais, du travail de recherche. Donc, c'est ça. Bravo à toi. Ça paraît que tu étais préparé. Puis j'ai adoré tes questions. J'ai adoré nos discussions. Puis j'espère que les auditeurs auront eu le même plaisir que nous à l'écouter que nous à le faire. Que dire de plus? Merci, David. Un plaisir.